Radio Nova, la dernière. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Radio Nova, bienvenue dans la dernière, en direct et en public. On est au Théâtre L'Européen à Paris. Nous sommes le dimanche 23 novembre 2025. Et j'espère que vous êtes bien préparés à la guerre. Ouais. Eh oui, parce qu'il l'a dit, le chef d'état-major des armées, il va falloir vous sacrifier. Il l'a dit, le général Mandon. Alors lui, il ira pas. Il ira pas parce que il a des trucs à faire, des trucs de général Mandon, quoi. Hein, tout ce qui est détection du cancer colorectal des actionnaires de Dassault avec la langue. Mais vous, alors là, vous préparez-vous, et vous, nous aussi, hein. Ah oui. Alors là, et vu notre forme physique, bon, sur Winamax, c'est compliqué, hein, notre cote. Je vous le dis, sauf si la guerre se joue au Molki. Là, je pense qu'on est jouable, mais sinon, non, on va parler russe dans 3 ans. Si ça se trouve, on fera des blagues. Voilà, il y aura le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunoff. Voilà, il portera plainte. Enfin, on verra bien. On s'adaptera. D'ailleurs, elle est pote avec Tolstoï et Tchekhov. C'est Juliette Arnaud qui est là. Bonjour. Juliette Arnaud. Pas mal. Impeccable. Ouais. Ça va, Juju? T'es en forme. Ouais. T'es en forme, Tout va bien. Il s'entraîne à supporter la vodka pomme depuis le petit déjeuner. Le général Smirnov est avec nous. Aymeric Lomprey. Merci. Ça va, Aymeric? Ça va bien, ouais, t'as bonne mine. pas mal. Impeccable. Et lui, son cocktail préféré, c'est le Molotov. Pierre-Emmanuel Barré est là. Bonsoir. J'ai l'impression que tout le monde est en grande forme. T'es vraiment très fort sur les jeux de mots aujourd'hui, Guillaume. C'est incroyable. Nous rejoindrons pendant l'émission Arnaud Aymar, Audrey Vernon et Laëlia Véron. Voilà. Maintenant, on peut y aller. Vous le savez, on répond aux questions que vous nous envoyez à l'adresse mail ladernière@radionova.com. C'est parti. Et on commence avec une question de Franck. Est-ce que Nicolas Sarkozy a réussi à finir le comte de Monte Cristo pendant sa peine de prison? Eh bien, Franck, je ne sais pas s'il a réussi à finir le comte de Monte Cristo. En revanche, il a réussi à écrire un livre, Journal d'un prisonnier. Alors, c'est sûrement un tout petit livre, parce qu'il a passé que 20 jours en cellule. D'ailleurs, il paraît que la maison d'édition est embêtée parce qu'ils veulent envoyer un extrait à la presse pour la promo. Mais le livre est tellement court que l'extrait spoil le début et la fin. En tout cas, Nicolas, il est bien puni parce qu'il retourne chez lui entendre les chansons de sa femme et les propos de son fils. Donc on attend avec impatience son prochain livre, Journal d'une vie de merde. Et on enchaîne avec la question de la fille d'Adrien. J'hésite entre 2 couvertures pour mon chien. Une avec des petits moutons et l'autre avec écrit I love you en rose et violet. Laquelle est la meilleure selon vous? Bon, alors moi personnellement, je préfère les chèvres, naines notamment. On dit des chèvres de petite taille, hein. Mais moi je dis naine. Mais I Love You en rose et violet, c'est d'autant plus super que hier, 22 novembre, c'était l'ouverture officielle de la candidature de Christian Estrosi pour la mairie de Nice. Non, je déconne, c'est pas pour ça. Hier, 22 novembre, c'était la manif contre les violences sexistes, sexuelles et de genre. Et la couleur de cette manif, c'est le violet. Et que même si on était une chier plus une à se geler les miches de partout en France, le combat n'est pas gagné du tout. Demandez au planning familial qui fait face à des coupes budgétaires sans précédent, aux victimes de féminicide 1 jour sur 3 par un conjoint ou un ex-conjoint, aux 160 000 enfants victimes de violences sexuelles en France. Donc la couverture, elle sera violette. Violette. Allez. On passe à la question de Valentin. Bonsoir. Quand on a 30 ans en 2025 et qu'on en vient à regretter Jacques Chirac avec toutes ses magouilles, est-ce que c'est parce que cette époque, elle craint à mort, ou est-ce que c'est juste parce qu'on est con? Alors, très bonne question, Valentin. Alors, la première hypothèse semble la plus probable, parce que je vous rappelle qu'on n'est pas loin d'un second tour Jordan Bardella, Patrick Sébastien. Là, on vit une époque un petit peu spéciale. Par exemple, est-ce que vous avez vu cette vidéo de Rachida Dati qui joue à faire les beaux? Vous avez vu ça? C'est aussi crédible que Morandini dans un EHPAD. Pour rappel, puisqu'on parle de déchets, les cuves à pisse, ça se vide place Beauvau. C'est pour que Pierre se sente moins seul en garde à vue. Merci, patron, merci. Une question de Jérémy à présent. Bonjour à toute l'équipe de la dernière. Est-ce que, comme moi, les publicités vous donnent envie de ne pas acheter le produit plutôt que de l'acheter? Alors, monsieur à présent. Non. Jérémy. C'est Jérémy. T'as dit Jérémy à présent. Oui, mais non. C'est la question de Jérémy à j'aurais présent. dit Jérémy maintenant. C'est le prénom. Jérémy. Maintenant. Ouais, non. Fais-nous confiance. Jérémy. Jérém. Voilà. Pas trop d'initiative. Sache. Oui.
Ça, c'est bien. Que nous écoutons pas les publicités au théâtre. Nous mettons de la musique, nous discutons parfois avec les gens, parfois Juliette offre des livres, moi je distribue des glaces, tandis que Guillaume et Pierre nous font grâce de leur plus beau sourire. Ainsi, nos rires parfois s'entrechoquent. Assister à la dernière est vraiment super. N'hésitez pas à acheter vos places. Mais tu fais de la pub là dans une question qui répond sur la pub. Quel génie, nom de Dieu. On ne croirait pas, mais c'est un génie. Allez, Tout est pensé. une question de Pierre à présent. Bonsoir, est-ce que vous pouvez arrêter de prendre mes questions, s'il vous plaît? Écoute Pierre, tu commences à nous casser les couilles avec Oui, tes questions. c'est vrai. Hein. Il n'y en a pas une seule d'intéressante, c'est des questions sur tes questions, tout le monde s'en fout. Chaque semaine, tu prends du temps d'antenne avec des propos inintéressants. Non seulement c'est agaçant, mais en plus, c'est le travail d'Emeric. Hein. Si t'as d'autres questions, pose-toi des questions avant de questionner, parce qu'il est hors de question que les questions des auditeurs deviennent un questionnement sur des questions. C'est clair? Waouh, merci Raymond DeVos. Merci patron. C'était très impressionnant. C'est d'une virtuosité. On enchaîne avec une question de Sylvie. Bonjour, peut-on qualifier la relation entre Guillaume Meurice et Pascal Praud de bromance? Je dois l'avouer, il y a un petit peu de ça. Mais je parlerai plutôt très exactement de relations toxiques. Vu qu'il passe son temps à me dire qu'il m'aime bien tout en me voulant du mal. Je pense qu'il a la même relation avec le cuistot quand il va manger un couscous. Voyez? Non, vous voyez pas. Mais c'est pas grave, enchaînons. Allez, on enchaîne. Et là, c'est Ernesto qui nous écrit. Bonjour équipe. Non. Eh non. Ah, c'est con parce que tu te tenais depuis le début Ouais, et... ouais. J'ai voulu faire un... On t'a quand même dit non 4 fois en répétition. Hein. Mais en fait, je suis libre. La liberté, ça... Donc pas d'accent. Non. Bon. On sait que Guillaume écrit un livre par semaine. Emeric est testeur à l'usine de Chouf. Pierre-Emmanuel se prépare à rentrer au programme de protection des témoins. Mais que fait donc Juliette le reste de la semaine? Eh bien, mon cher Ernesto, quand même les prénoms de nos auditeurs, quoi. Che Guevara, bon, bref. Eh bien, mon cher Ernesto, Juliette, pour oublier qu'elle a vu le président des États-Unis dire à une journaliste qui lui posait des questions, elle est folle elle aussi, « Calme-toi, petite cochonne », eh bien, Juliette, elle regarde des téléfilms de Noël en buvant du schnapps et en criant sur sa télé « Je ne tolérerai plus aucune attaque sexiste, c'est fini. C'est fini !» Juliette, elle va bien. Allez, après ce moment d'hystérie, on passe à la question... On passe à la question de Yann. Salut la dernière. En vous écoutant, je ne sais pas si je deviens plus con ou plus intelligent. Mais peut-être avez-vous une idée? Je m'en charge de répondre. Oui, c'est mieux. C'est hyper vexant votre rire. Bon, salut Yann. Déjà, se poser la question est une forme d'intelligence. Moi, tu vois, depuis que j'écoute l'émission, c'est-à-dire 2-3 semaines, j'ai remarqué que j'ai développé une intelligence incroyable. La géométrie et l'algèbre n'ont plus de secret pour moi. Alors je dirais que écouter la dernière rend plus intelligent, mais tu n'es pas obligé de tout écouter. Suivez mon regard. Là, il se regarde lui-même et c'est Oui. une cascade très très compliquée. J'ai resté bloqué. Ouais. Terminons, ça va être... On termine avec la question de Jean-Baptiste. Bonjour, qui est tatoué dans la dernière, à part Emeric? Moi, regarde Jean-Baptiste, j'en ai 4 ou 5 sur les bras et récemment, j'ai fait un nouveau tatouage, un visage. Celui du nouveau ministre de l'Intérieur. Hein, je l'ai fait sur la chute des reins au niveau du cul, en fait. Hein, je me suis fait tatouer la grosse tête à Nunez sur le fion. Chacune de mes fesses, c'est une de ces petites joues toutes potelées, là, trop mignonnes. Et pile au milieu, il y a sa petite bouche toute ronde, comme ça. Il fait des discours 2 fois par jour après chaque repas. Et je peux vous dire, on jurerait le vrai. Merci beaucoup. Merci les amis. Attendez, il y a une dernière question qui nous vient d'un certain Mathieu P, propriétaire de Radio Nova. Tiens donc. Qui nous dit « J'ai besoin d'oseille pour payer également les frais d'avocat en vue de vos prochaines chroniques. Auriez-vous une solution ?» Mais tout à fait Mathieu, c'est maintenant, c'est la pub. Vous êtes toujours sur Radio Nova, la dernière. Juliette Arnaud, Emeric Lomprey, Pierre-Emmanuel Barré. Il est 18h16 et c'est le moment d'accueillir notre invité de la semaine. Il est prof de sciences économiques et sociales, membre du conseil d'administration et porte-parole de l'association Attaque. Raphaël Prado est avec nous. Bonsoir. Salut Raphaël. Bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de l'invitation. Merci beaucoup Raphaël. Je t'ai présenté en disant que tu es prof de sciences éco. Est-ce que c'est toujours le cas? Ah oui. Les porte-paroles d'Attaque, c'est pas leur métier.
Ouais. Oui. Donc, t'es au lycée, t'es au. Alors maintenant, j'enseigne en prépa à Valence. Ok, on prépare à Valence. Est-ce que ça se passe bien? Oui. Comment ça se passe au niveau de l'éducation Avant nationale? l'émission, ça se passait bien. Ah, tu crois que tu vas avoir des retombées de ta hiérarchie? Je sais pas. Bon, on va voir. On On voir. verra. Et les premières questions, on aime bien les poser sur l'invité et ce pourquoi ils font ce qu'ils font aujourd'hui, à savoir de l'économie. Pour beaucoup de personnes, y compris moi, l'économie, c'est un truc un peu austère. Pourquoi, toi, ça te passionne? Déjà, j'espère que l'émission sera pas austère. On verra. Alors, on va faire en sorte. Moi, je pense qu'en fait, ce qui m'a passionné, alors pas l'éco, parce que j'enseigne aussi la sociologie, la science politique, ce qui m'a passionné, c'est de voir comment est-ce que finalement, on utilise ces discours-là pour un peu nous mystifier. Il y a un discours unique en économie. Et moi, quand j'étais lycéen, il y avait Dominique Strauss-Kahn Ah oui. qui était ministre de l'économie. Et quand il voulait nous entuber, il disait tout d'un coup, je mets ma casquette d'économiste. Et c'était le moment où on savait qu'il allait dérouler et qu'il allait dire vraiment de la merde, mais avec la posture de l'économiste. Ok. Et du coup, j'ai toujours considéré que finalement, c'était une manière importante de déconstruire les choses. Voilà, il y a un autre discours en économie. Il n'y a pas qu'un seul discours en économie. Il n'y a pas que celui qu'on entend quand on entend Langlais, Perry ou tous des éditorialistes éco qui racontent toujours toute la même chose. Mais oui, parce qu'on dit science éco, mais est-ce que c'est une science, l'économie? Moi, je considère que c'est une science. Après, c'est une science avec différents paradigmes, on va faire ça, différents courants. Ouais. Et le débat dans la science économique, ça fait partie de la science. Et ça fait même progresser la science. Mais c'est vrai que quand on écoute certains discours, on a l'impression qu'il y a un discours économique qui nous dirait comment lutter contre le chômage, comment, et avec toujours le même discours qui serait un discours unique, alors qu'en fait, il y a des débats en économie. Juliette? Les élèves que tu as en prépa, donc avant tu étais prof de lycée, maintenant tu as monté en grade, tu es prof en prépa, et bah c'est ça, non? Oui. Bon. Les gamins que tu retrouves et qui viennent avoir des cours d'éco, tu as l'impression qu'ils viennent chercher la même chose que toi tu cherchais quand tu étais adolescent? Pas forcément. En fait, j'enseigne dans deux classes qui sont très différentes. Il y a une classe où c'est des prépas commerciales, donc certains qui veulent faire des écoles de commerce, ça mène à tout, mais Non, mais j'ai fait ça, moi. Oui, Émeric a fait, ouais. J'ai fait une prépa. Et ça mais s'est c'est bien pas passé. forcément la dimension critique qui l'intéresse. Après, j'ai l'immense chance de faire un cours aussi de sciences politiques avec des étudiants qui préparent les concours IEP et qui là sont beaucoup plus ouverts, on va dire, aux questions Ouais, critiques, ça m'étonne etc. pas. Voilà. Parce que Juliette a fait l'IEP. Voilà. Décidément. Ah ouais. Et oui. Ah oui, faut pas croire, il y a des. Et j'ai Ouais, eu un prof d'éco en prépa, oui, donc forcément. J'allais dire, il y a des diplômes dans cette émission. En tout cas, il y a des Non, tentatives. mais- Et ça, c'est déjà Non, formidable. moi, je me suis fait virer au bout de 2 mois, moi. C'est vrai? Ouais. Bon, on en parlera. On fera une émission où Émeric sera l'invité. Pourrais parce que t'inviter un jour? Ça m'intéresse dans ton parcours à ce niveau-là. On va se concentrer sur ton rôle de porte-parole aujourd'hui d'Attaque. Qu'est-ce que c'est Attaque d'ailleurs? On va commencer par présenter la sauce. Alors déjà, le SIG, c'est l'Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. C'est une association qui est née en 98. Et aujourd'hui, on se définit comme une association d'éducation populaire tournée vers l'action. Donc on essaye à la fois de construire du fond, produire des analyses, et puis de le traduire en action citoyenne, faire en sorte effectivement de peser dans le débat public. Et on se définit aussi comme étant pour la justice fiscale, la justice sociale et la justice écologique. Et donc voilà, c'est important dans un monde qui est de plus en plus injuste d'avoir des contre-pouvoirs. Et qu'est-ce qui amène la naissance d'Attaque précisément en 98? Il y a un fait particulier ou... La Coupe du Monde. Alors la revendication fondatrice d'Attaque, c'était la taxation des transactions financières qu'on appelait la taxe Tobin. Et l'idée au départ, c'était vraiment de mettre un grain de sable dans les rouages de la mondialisation, c'est-à-dire que c'était une taxe qui n'est pas en soi hyper ambitieuse, mais qui était censée être empêcher les mécanismes de spéculation. Voilà. Et c'est vrai que depuis, on a continué un peu sur ce créneau d'essayer de réfléchir à des outils, notamment fiscaux. Enfin, on aura l'occasion d'en reparler, parce que la fiscalité, ça joue un rôle important dans notre société. C'est un moyen important de corriger les inégalités et de faire plein de choses. Et donc voilà, on s'est créé. Et puis en fait, quand Attaque a été créé, c'était pas du tout prévu que ça devienne une association militante avec des comités locaux partout en France. Et en fait, voilà, 30 ans après, on est une des associations, on va dire, qui compte un peu dans le mouvement social, qui porte des choses. Et ce qui nous compte beaucoup, c'est qu'on a été constitué par différents membres fondateurs et on continue à jouer aujourd'hui un rôle un peu, comment dire, au carrefour de différents mouvements sociaux où on essaye effectivement de toujours jouer un rôle un peu unitaire. On n'est pas en train de trop tirer la casquette. C'est pas la bonne expression. Tirer la couverture, je La pense. couverture, à Mais nous. tu peux tirer les casquettes aussi. À mon avis, ça peut se faire. On peut tirer les cartes aussi. Ouais, on peut tirer plein de trucs. Ouais. Les archers. Tu peux peut-être Attention, ça va mal continuer finir. dans ta tête. Non, mais alors, t'as bien dit, c'est taxation des transactions. Et ça, est-ce que c'est pas un peu plus malin que juste aujourd'hui, on dit évidemment taxer les riches, on a le débat sur la taxe Zuckman, qui est vraiment, on taxe, on va dire, le stock d'argent des gens. Là, c'est vraiment sur les taxations. En quoi c'est peut-être un poil plus intéressant que juste de taxer les... Je dirais pas que c'est plus intéressant. Aujourd'hui, on a un peu changé nos revendications, tout simplement parce il y a un constat qui se fait de plus en plus clair, c'est que les ultra-riches, ils échappent à l'impôt. Donc on a des gens qui s'enrichissent de plus en plus.
qui jouent un rôle politique considérable et qui échappent à l'impôt. Donc il y a quand même un enjeu important, on va en parler, mais on nous dit qu'en fait, il faut que nous, on fasse des efforts, qu'on se serre la ceinture, qu'on dérembourse les médicaments, qu'on gèle les prestations sociales, etc. Et en même temps, on a ceux qui pourraient normalement le plus contribuer, qui échappent à l'impôt. Donc il y a quand même un enjeu très important aujourd'hui à rétablir un minimum de justice fiscale, ou si possible même un maximum, mais déjà commencer à minima par rapport à la taxe Zuckman en faisant en sorte que les ultra-riches, ils payent au moins autant d'impôts que vous et moi. Parce que ce qu'on entend dans le discours des économistes dont tu parlais tout à l'heure, c'est si on fait ça, les riches vont se barrer et puis ça sera contre-productif. Qu'est-ce que tu réponds à ça? En fait, cet argument l'éditorialiste de droite d'un coup. Cet argument de la concurrence fiscale, alors si on taxe les riches, ils s'en vont. Ouais. Si on taxe les entreprises, elles s'en vont. Et en fait, c'est vrai que cette concurrence fiscale, elle existe, elle est réelle. Hein. Mais c'est quelque chose qui sert depuis 30 ans finalement à justifier toujours plus d'injustice fiscale. C'est-à-dire que puisque nous, on part pas, alors du coup, on va moins taxer les riches, on va moins taxer les entreprises et on va taxer de plus en plus la consommation. Ouais, Or, c'est un les impôts chantage. sur la consommation sont ceux qui sont les plus injustes, puisque en fait, ils prélèvent plus les pauvres que les riches en proportion de leurs revenus. Donc en fait, avec cet argument de la concurrence fiscale et de surtout ne les taxons pas, sinon ils se barrent, eh bien, ça justifie toujours plus d'injustice fiscale. Donc eux, on les taxe pas et on taxe ceux qui sont immobiles, c'est-à-dire nous, les consommateurs, qui allons payer dès que nous consommons quelque chose. Or, ça augmente les inégalités. La fiscalité, normalement, ça doit réduire les inégalités, et là, ça les augmente. C'est-à-dire que si nous, collectivement, on menaçait de s'enfuir, On irait où en déjà Suisse, En on Suisse. dit, ouais, ça continue, on va partir en Suisse. Ras-le-bol, on dit. Ras-le-bol. Ras la couverture. Non, c'est l'autre. Pardon. Oui, pardon, je ralentis l'émission, j'en ai conscience, pardon, excusez-moi. Est-ce Tu vois ce que ça fait de ralentir le groupe? est-ce que ça pourrait avoir un résultat? Si nous, on se barre. Ils m'ont perdu. Ah oui, si nous, on se barre. Si nous, on se barre. Si nous, on en menace, tant que peuple. si on parce que là, c'est ce qu'ils font. Les grandes entreprises disent, si vous continuez, si vous voulez nous taxer plus, on va finir par s'en aller. Donc, c'est mieux qu'on reste là. Et voilà. Si nous, on dit, attention qu'on va partir. Je sais pas si on serait crédible. Ouais. Ouais, il n'y a pas assez de trains et tout, je pense. Bon, on va réfléchir à ça, parce que ça me paraît une piste quand même intéressante, mais on va se faire une petite pause musicale avant. Tu le sais, Raphaël, on est sur Radio Nova, donc on rigole pas avec la musique. Parce qu'avant d'être la radio préférée du ministre de l'Intérieur, c'est avant tout une radio musicale. Est-ce qu'on va quand même écouter Police? Et Je me non. disais que ça serait un beau pied de nez. Eh oui, Guillaume. Et non, Eh vous oui. n'aimez pas les pieds de nez, Mais évidemment. non, mais Guillaume, tu es ma petite boussole qui indique le sud. Donc, on va plutôt écouter un titre de 1997. Piou, à l'époque, qui c'était qui était ministre de l'Intérieur? Jean-Pierre Chevènement. Oh. C'est Il dire le comme regarde c'était. de là-haut. Voilà, non. Ah non. Pas du tout. Non, mais il habite au-dessus, c'est pour ça que. Ouais, ouais, Ah oui, oui, bien sûr. oui. Dans les combles. C'est dire comme c'était il y a longtemps. On va écouter l'Empire du côté obscur de Hayam. Rien à voir avec la police, bien sûr. Rien, que dalle, aucun rapport. Vous êtes toujours sur Radio Nova, la dernière, Juliette Arnaud, Aymeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré. Et notre invité, le porte-parole de l'association Attaque, Raphaël Prado, est avec nous. Et il vient de nous rejoindre sur scène. Je ne pourrais que trop vous conseiller d'aller voir la vidéo, car ça s'annonce absolument extraordinaire. Arnaud Aymar. Mais je crois que c'est pas Arnaud Aymar. Je suis Perceval de Soleil Noir. Hein? Chut. Guitare. Quoi? Mais oui. Bonsoir. Ouais, bonsoir. Je me nomme Perceval. Arrêtez. Je me nomme Perceval. Arrête, tout le monde me touche. Le Soleil Noir. Et je suis un soldat très puissant. Je vis à travers le non... vous me jugez. Je vis à travers le non-monde, et tente d'atteindre la tétée, la transe triste. Vous... Je suis... c'est facile. C'est facile, vous avez un rire facile. Je suis moitié homme, moitié homard. Et de ma pince, mais qu'importe. Je suis là pour tenter de vous révéler la vraie révélation. Une révélation. En fait, vous pensez être de gauche, mais vous ne l'êtes que de la droite. Vous êtes à la droite de la gauche. Être de gauche, c'est par exemple masser des libellules ou être... Vous vous découvrez vous-même quand je dis ça. Et c'est pour ça que, à force d'entendre des mauvaises nouvelles, comme Trump qui a été élu, ouais, c'est vrai. Vous vous révoltez, ce qui fait qu'à force d'entendre, même par rapport à... Je finirai mes phrases quand vous êtes pas... Je suis libre.
Et donc, vous avez en vous des bocs de sapin, de châtaignier, des bocs de châtaigne qui fait que quand il y a une mauvaise nouvelle, elle fait ah. Et vous savez pas gérer vos émotions. Aussi, juste peut-être pour être de gauche, essayez d'être vraiment de plus en plus triste. Prenez ce que vous avez de meilleur en vous et le lancez au loin. Je vois bien, vous ne me comprenez pas. Je suis trop profond. Une seule manière de vous faire comprendre, une chanson. Non, n'applaudissez pas, je trouve ça trop commercial. On n'a jamais demandé à vivre. Soleil noir. Soleil noir. Lèvres rangées contre ordinateur. Ah, super. Je regarde mes pieds. Un puissant soleil, qu'avez-vous fait de mes 20 ans? Papa, maman, pourquoi m'avez-vous fait de cette glaise épaisse du lac désir? On n'a jamais... Vous pouvez chanter. On n'a jamais demandé à vivre. Soleil noir. Soleil noir. Une vieille dame l'été dans son jardin d'hiver, assis sur son rocking chair. Regardez la sensibilité. On entend le ring-a-ling de l'eau de pluie sur la véranda. Elle est vieille maintenant, demain, elle... Excusez-moi. Elle est vieille maintenant, demain... Excusez-moi. Elle est vieille maintenant, demain, elle va mourir. Les rabots du temps ont usé son cubitus, son Uranus et d'autres eaux qu'on connaît peut-être pas encore. Errer, triste figure. Aimer, même les murs. Visage blafard devant fenêtre miroir. Piano à queue, nuage de lait. Perceval! Merci beaucoup. Les poils, tout simplement, les frissons dans toute la salle. Arnaud et Marc, on peut applaudir bien fort. On se retrouve en spectacle avec Ammoniacal, un autre personnage, 28 mars au Solo, et Perceval sera là le 10 et 11 avril au Solo. Merci beaucoup. Waouh, c'est dur de reprendre après ça parce que c'était chargé en émotions. Mais l'économie continue pendant ce temps-là. On est toujours avec Raphaël Prado, qui est un des porte-parole de l'association Attaque. Et là, on va justement attaquer un gros dossier. On avait envie de parler avec toi de la dette. Parce qu'on nous bassine avec la dette depuis des années. Comme quoi, elle augmente. Comme quoi, il faut la rembourser. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer déjà, premièrement, qu'est-ce que c'est que la dette publique ? Alors, ouais. J'avais dit que c'était un gros dossier, là. donc, dans un budget public, il y a des recettes et des dépenses. Ok. Donc, les recettes, c'est tout ce que coûtent les fonctionnaires ou les feignants, tout ça. Ouais. Les gens qui reçoivent des allocations sociales, etc. Les investissements publics. Et de l'autre côté, il y a toutes les recettes dont on reparlera, j'imagine, plus tard, sur tout ce qui est impôts, etc. Et donc, quand les recettes sont inférieures aux dépenses, il y a un déficit public.
Et la dette publique, c'est l'accumulation des déficits publics qui, à un moment donné, se transforme en ce qu'on doit, à un moment donné, ce que l'État doit à ses créanciers. Mais alors, Et ça, première question, à qui on doit de l'oseille? Ah bah, ceux qui veulent bien nous en prêter. Donc aujourd'hui, on émet des obligations qui sont achetées sur les marchés financiers par ceux qui veulent bien les acheter, mais ça crée évidemment un problème, c'est que du coup, on est dépendant de ces marchés financiers. On entend tous les jours la sentence des agences de notation qui risque de dégrader la note de la dette. Et mais en fait, ça, tu vois, c'est un peu flou, quoi, parce que marché financier, est-ce que c'est les fameux Goldman Sachs, ce genre de... Ah bah, c'est tous ceux qui ont du fric à placer, donc effectivement, Ok. c'est beaucoup les fonds de pension et trucs comme ça. Ok, Ouais. d'accord. Et en fait, ça crée une forme de dépendance parce que du coup, en fait, les taux d'intérêt de la dette, donc ce que nous coûte le remboursement de la dette, bah, dépend effectivement de ces marchés financiers. S'ils nous considèrent comme étant solvables, comme pouvant rembourser facilement la dette, alors on n'emprunte pas trop cher. Et là, effectivement, ce qu'on nous raconte ces dernières années, c'est attention, plus la dette augmente, plus on risque d'être perçu comme étant un mauvais payeur finalement, et ça fait monter les taux d'intérêt. Bon, en fait, si on regarde dans le détail, les taux d'intérêt aujourd'hui sont pas particulièrement élevés. Et c'est surtout un chantage qui est fait pour justifier des politiques d'austérité. C'est-à-dire que, alors Bayrou, c'était absolument caricatural. Hein, il nous a fait enfin, il y avait un. Bah oui, lui, il a dit qu'on allait tous crever si on ne trouvait pas. C'était 44 milliards, c'est ça? Le pronostic vital de l'État est engagé, nous Voilà, a-t-il dit. ouais. Bon, si on remonte un peu en arrière, déjà Fillon disait qu'il était à la tête d'un État en faillite en 2007. Ouais. Donc en fait, c'est l'argument qui est utilisé pour dire voilà ce qu'on va faire comme politique. De toute façon, c'est notre programme, mais vous n'avez pas le choix. C'est-à-dire qu'en fait, là, ce qu'on nous dit, c'est il va falloir tailler dans les dépenses publiques. Parce que sinon, on va avoir un problème de dette. Alors, juste un mot là-dessus. Si vous avez écouté le discours qui nous sort, c'est il faut absolument réduire les dépenses publiques. Alors, quand on regarde ces dernières années, l'envolée de la dette publique, elle s'explique non pas par la hausse des dépenses publiques, parce qu'elles sont stables en pourcentage du PIB depuis... C'est les chiffres de l'INSEE, hein, c'est pas Attaque. Hein. En pourcentage du PIB, les dépenses publiques, elles sont stables. Donc, pourquoi est-ce que la dette publique, elle augmente? Pourquoi le déficit public se creuse? Parce que les recettes publiques, elles ont perdu 3 points depuis 2017. Et pourquoi? Parce que Macron a fait un certain nombre de baisses d'impôts, et notamment des cadeaux fiscaux aux plus riches et aux grandes entreprises. On avait sorti une étude qui n'a pas été contestée, qui a même au contraire été confirmée par d'autres travaux depuis, qui montrait qu'entre 2017 et 2023, en fait, il y a 207 milliards de cadeaux fiscaux aux plus riches et aux grandes entreprises qui ont creusé cette dette. Alors, eux, est-ce qu'ils font pas du chantage à l'emploi en disant si on est trop taxé, on ne pourra pas employer et ça fera monter le chômage, etc. Est-ce que c'est pas ça qui est en train de se passer? Oui, même le MEDEF fait des chantages à faire des meetings et ça suffit pour dire alors du coup, on va pas vous taxer. Quoi. Ouais. Non, mais on a effectivement un gros problème aujourd'hui, c'est qu'on a un poids très important des milliardaires des multinationales, et notamment à travers les médias qu'ils possèdent. Et en fait, on a le même discours partout. Donc, ce que je disais tout à l'heure, avec des gens qui se prétendent experts en économie, qui nous expliquent qu'en fait, on n'a qu'une seule politique possible. C'est vraiment le retour, il n'y a pas d'alternative de Margaret Thatcher. En fait, on est obligé de faire cette politique-là. Quoi. Donc, ce qu'on essaie de montrer à Attaque, c'est que, en fait, tout ça, c'est un chantage pour nous faire accepter des politiques que sinon on n'accepterait pas. Il n'y a aucune raison de taper un peu plus de services publics, de démanteler un peu plus la protection sociale. Parce qu'en fait, de l'argent, il y en a. Et ça, il suffit d'aller chercher là où il est. Et ça serait quoi le risque si on met du temps à rembourser ou si on rembourse pas du tout? En gros, est-ce qu'un État, ça peut faire faillite comme une entreprise? Ça peut, c'est déjà arrivé. Après, la question, c'est est-ce que la France en est proche de cet État-là? Et absolument pas. Mais parce qu'on entend quand même pas mal d'intervenants qui agitent le fantôme de la Grèce, notamment, en disant qu'on est en train de se rapprocher de ça. C'est complètement aberrant. Ah ça, c'est l'argument ultime, c'est si vous acceptez pas ce budget austère, vous aurez le FMI, et sous-entendu, regardez ce qui s'est passé en Grèce. Alors, donc le FMI, c'est le Fonds monétaire international qui était intervenu... Qui impose des politiques d'austérité. Qui était intervenu pour venir au secours de la Grèce, mais en échange d'une politique, alors pour le coup, d'austérité XXL. Quoi. En fait, la situation de la France n'a rien à voir avec la Grèce, celle de 2011. Hein. Les taux d'intérêt auxquels on emprunte n'ont strictement rien à voir. Donc ça, c'est vraiment, encore une fois, pour nous impressionner et nous faire accepter des politiques que sinon on n'accepterait pas. Et quelle est la tendance en ce moment? Est-ce que tu penses qu'il y a moyen de renverser un peu la vapeur avec une sorte de pression sociale? J'imagine que oui, puisque toi, tu fais partie de l'association Attaque, mais est-ce que il y a beaucoup de gens qui ploient là sous le poids de la résignation, en se disant ils sont trop forts, c'est des multinationales, on peut rien y faire? Alors, ce qui est intéressant quand on regarde en fait même les enquêtes d'opinion, c'est que jamais le sentiment que c'est aux riches de payer n'a été aussi élevé. C'est-à-dire qu'en fait, la prise de conscience que les ultra riches échappent à l'impôt et que les multinationales échappent à l'impôt par différents moyens, légaux, illégaux, l'évasion fiscale ou l'optimisation fiscale, différentes niches, etc. Donc ce qu'on peut appeler un peu la bataille culturelle, elle est gagnée dans l'opinion publique. Enfin, on a compris d'où venait le problème. En tout cas, nous, c'est vrai qu'on rame à contre-courant depuis 30 ans et aujourd'hui, on a cette joie de voir que dans l'opinion publique, effectivement,
il y a un sentiment d'injustice fiscale qui est fort. On dit toujours ras-le-bol fiscal, sous-entendu, les gens veulent pas payer d'impôts, mais en fait, c'est juste que les gens se sont bien rendus compte que le système, il est injuste. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui progresse. Et des revendications comme le rétablissement d'un ISF, comme la taxe Duckman, etc., sont largement publicitées dans l'opinion, y compris dans l'électorat de Macron, par exemple. Donc là-dessus, ça progresse. Et nous, on a l'impression que c'est de plus en plus difficile pour eux de justifier, justement, de dire on va continuer à baisser. Parce que là, dans le budget, ils ont quand même réussi à baisser encore les impôts des entreprises avec les impôts de succession. Les impôts de production, pardon, et vous entendez sur les médias, vous entendez les patrons venir chouiner pour dire on veut nous taxer, alors qu'en réalité, les grandes entreprises payent beaucoup moins d'impôts que les PME. On va continuer à parler de tout ça. Merci Raphaël d'être avec nous. On va continuer à parler d'économie. Et oui, on peut t'applaudir, on peut applaudir toute l'association Attaque et tous les bénévoles qui font un travail formidable. On va continuer à parler de capitalisme, mais on va le faire, si tu le veux bien, juste après une page de publicité. Vous êtes toujours sur Radio Nova, la dernière. Juliette Arnaud, Aymeric Lomprey, Pierre-Emmanuel Barré, Arnaud Aymar qui est resté avec nous et notre invité, le prof d'éco et porte-parole d'Attaque, Raphaël Prado. C'est vraiment très chouette que tu aies accepté, Raphaël, de venir avec nous parce que tu prends beaucoup de risques. Je ne sais pas si tu as suivi un petit peu l'actu de notre émission. Oui. La panique morale de la semaine sera en circuit court, directement du producteur au consommateur. La France a peur. Arrêtez! Personne n'a craqué! Parce que, oui, bien belle panique morale cette semaine. Une panique morale qui concerne un individu dangereux que je ne citerai pas par peur essentiellement. Je peux juste dire son prénom, Pierre-Emmanuel. Un prénom qui donne envie de se balader au Touquet avec des chaussures bateau. Et ce fameux Pierre-Emmanuel a rendu tout tristoun notre ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, qui, on le sait, est un type extrêmement sensible, un petit choupinou à matraque. Heureusement, dans notre doux pays, des éditorialistes veillent pour protéger la République, y compris sur le service public, sur France Info, par exemple. Je vois pas où est l'humour quand vous traitez votre ministre de l'Intérieur de grosse cuve à pisse, entre guillemets, parce que c'est ça l'humour. Vous voyez, on n'est pas tordu de rire quand je prononce ces mots. Bon. Si. Ouais, non, mais là, c'est vrai que si, mais on devrait pas rire. France Info, ils ont dit que c'était pas rigolo, donc c'est pas rigolo. Vous n'allez pas remettre en cause la version officielle. Avec nos impôts. Putain, on peut le dire maintenant, ça fait un bien fou. En tout cas, c'est un scandale. C'est un scandale total. Donc, Monsieur Nunez, il est choqué, il est dans son rôle, il a raison de ne pas se faire traiter de grosse cuve à pisse. Arrêtez avec ça. Arrêtez de répéter grosse cuve à pisse, parce que sinon c'est une expression qui va rester. À chaque fois qu'on va voir Laurent Nunez, on passera à une grosse cuve à pisse. Ça devrait être interdit de comparer le ministre de l'Intérieur à une grosse cuve à pisse. Ne dites pas que Laurent Nunez était une grosse cuve. Non. Ça nous rappelle les heures les plus sombres de l'histoire de l'humour français. Sur CNews, on commémore. Ça rappelle d'ailleurs un autre intervenant qui était là et qui lui s'intéressait au prépuce de Netanyahou. C'est des gens qui ont un petit peu qui ont un problème avec ce truc-là. Ils ont un problème de cul, ces gens-là. Oui. Maurice et Pierre-Emmanuel ont un problème de cul, je vois que ça. Faudrait qu'ils en parlent, parce que je pense qu'ils sont ensemble dans la vie et que ça va pas sexuellement. C'est inquiétant. D'ailleurs, une autre inquiétude, c'est que le fait d'en parler, ça fait de la pub à ce fameux Pierre-Emmanuel. Et en plus, Radio Nova cartonne dans les audiences. Mon inquiétude, c'est d'apporter la lumière sur quelqu'un qui est un illustre inconnu. Il s'avère que Radio Nova est en train de progresser dans les sondages et dans les audiences. Donc, c'est la prime à l'outrance. C'est le privilège rouge. Le privilège rouge. Ah oui, ça fait... On le sent dans la voix, le privilège rouge. N'ayons pas peur des mots. Qui a peur des mots ici? Personne. C'est hyper bien vu d'être de gauche en ce moment dans ce pays. C'est bien connu. C'est vraiment le truc à la mode, quoi. Ça et les Tamagotchi. Voilà. Tamagotcho, on pourrait dire. Tiens, voilà. Ça, c'est de l'humour. Voilà, ça j'aime. Parce que la gauche et le laxisme sont partout, même dans la tête de Pascal Praud. C'est la liberté d'expression. Sur cette chaîne, on défend la liberté d'expression. Moi, je ne vais pas leur reprocher. C'est Radio Nova, c'est l'argent qui est privé, ils disent ce qu'ils veulent. Bravo, Pascal le trotskiste, super. Belle leçon. Et vous applaudissez Pascal Praud, mais qu'est-ce que ce monde est zinzin. Pascal le laxiste, non, c'est vraiment un état d'esprit délétère, qui est même celui d'un certain Laurent Nunez. Écoutez ce qu'il disait il y a quelques années. Charlie ou pas Charlie? Bien sûr, et nous sommes beaucoup dans ce pays à être Charlie, ce qui est un état d'esprit, qui est celui qui consiste d'abord à être attaché à la liberté d'expression. Merci Laurent Nunez. Merci Lolo. Et attention à ne pas te coincer une couille en tentant des backflips comme ça, et à ne pas mettre du pipi partout. Allez, gros bisous et bonne garde à vue à ce fameux Pierre-Emmanuel.
Merci patron. Merci beaucoup, Guillaume. On est toujours pas sur le service public, on est donc sur Nova, avec Raphaël Prado, le porte-parole d'Attaque. Puisqu'on parlait d'injustice, on aimerait bien te demander avec Guillaume, est-ce que c'est vrai que les riches y payent trop d'impôts? Nous, on pense que pas, mais est-ce que toi, tu penses que c'est vrai? Alors, à chaque fois, on nous dit, pour nous sortir cet argument, on nous dit, regardez, les riches payent l'essentiel de l'impôt sur le revenu. Et c'est vrai. L'impôt sur le revenu, comme vous le savez, la moitié de la population la plus pauvre aimerait bien en payer, mais n'est pas assez riche pour en payer. Et effectivement, l'impôt sur le revenu il est progressif, donc les 10% les plus riches payent à peu près 70% d'impôt sur le revenu. Sauf que quand on dit ça, on oublie plusieurs choses. D'abord, c'est pas vrai pour les très riches. Il y a une étude encore de l'INSEE qui vient d'être parue cette semaine qui montre bien qu'effectivement le taux d'imposition des très riches il augmente. Il a diminué dans le temps. Donc les 0,1% les plus riches payent moins d'impôts que le reste de la population. Voilà, et eux, c'est parce qu'ils réussissent à faire des trucs en passant par leurs entreprises, c'est ça? Ils sont un peu chat perché. Alors, pour le coup, ils sont très originaux. Il y a des mécanismes d'évasion fiscale, il y a des niches fiscales, il y a des les fameuses holdings où, en fait, quand ils reçoivent leurs dividendes, c'est pas eux qui les reçoivent directement, ils les mettent dans des holdings, donc ça leur appartient pas, donc ils sont pas taxés. Alors, en fait, il faut toujours refuser de raisonner uniquement avec l'impôt sur le revenu. Pourquoi? Parce que l'impôt sur le revenu, ça représente à peu près 70-80 milliards d'euros, et la TVA, ça représente 200 milliards d'euros. Donc la TVA, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est un impôt qui prélève plus les pauvres que les riches en proportion de leurs revenus, parce que tout le monde paye autant de TVA, le même pourcentage, sauf que plus on est pauvre, plus on consomme son revenu. Les plus riches, ils épargnent. Donc en fait, tout le monde pense que l'impôt sur la consommation, il touche tout le monde pareil, mais c'est pas vrai. L'INSEE l'a montré, hein, les 10% les plus pauvres, ils payent 12% de leurs revenus en TVA, et les 10% les plus riches, ils payent seulement 5% de TVA, enfin de leurs revenus en TVA. Donc si on prend tout impôt cumulé, alors il est faux de dire que les riches payent plus d'impôts que les pauvres, et il est même faux de dire du coup qu'ils payent trop d'impôts. En fait, ils n'en payent pas assez, c'est ça le problème aujourd'hui. La TVA, pour être très clair, c'est n'importe quel achat contient une TVA. Tout le monde paye la même chose, donc c'est la chose la moins égalitaire de la Terre. Qui a décidé de fabriquer ça? Qui a inventé Amenez-le-nous là. Non, mais qui a inventé cette idée qui est tout est fait en France pour que ça soit selon ses revenus, et à cet endroit-là pile, quelqu'un a décidé qu'on allait tous payer pareil. En fait, c'est qui? Au moment de j'aurais pas le nom du coupable, mais par contre, au moment de la Révolution française, il y a la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui décrète le fait que l'impôt doit être payé, on va dire un principe d'égalité devant l'impôt. Sauf que pendant tout le 19e siècle, les impôts qu'on va mettre en place, et certains sont encore aujourd'hui en vigueur, donc les impôts sur la consommation ou par exemple la taxe foncière, en fait, ce sont des impôts qui sont pensés pour être déjà pas sur le revenu et pour épargner les riches. En fait, à l'époque, ils le disent très clairement. Les impôts sur la consommation, ils sont indolores, on s'en rend pas compte. Et puis les gens, en fait, ils choisissent de consommer. Donc, en fait, ils choisissent de payer ou pas l'impôt. Et pendant tout le 19e siècle, il va y avoir une bataille pour essayer d'instaurer un impôt sur le revenu progressif. Ça n'arrivera qu'en 1914. Les droits de succession, aussi les droits sur l'héritage progressif, c'est en 1901. Mais en fait, entre 1789 et 1914, globalement, le système fiscal, il est dégressif. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, il y a des impôts. Alors, c'est pas exactement la TVA, mais c'est des impôts qui portent des impôts indirects. Et vraiment, c'est conçu comme étant quelque chose qui est indolore. Et effectivement, je pense que personne ne sait combien ils payent de TVA ici. Ouais. Évidemment, on peut faire la même réflexion sur les impôts sur l'essence. Quand on regarde les gilets jaunes, en fait, ce qui a mis l'étincelle, en fait, c'était bien une hausse sur les taxes sur l'essence. Et c'est démontré par l'INSEE aussi. Plus on est pauvre, plus on paye des taxes sur l'essence. Parce qu'en fait, plus on est riche, plus les dépenses de carburant représentent une faible part du revenu. Et alors, quid, oui, je parle latin, du Rassemblement national qui passe son temps à dire, nous, on défend les classes populaires? Alors, c'est vraiment très intéressant. Je vous invite à regarder un petit peu les prises de parole de Bardella, notamment. Oh, la flemme. Moi, j'aime bien. Oui, et toi, sur les questions économiques, parce qu'évidemment, mon propos n'est pas de dire que le RN, c'est la même chose que Macron. Évidemment, ils sont beaucoup plus racistes. Mais sur les trucs économiques, il n'y a aucune différence. Vous écoutez les propos sur la taxe Zuckman, il dit la même chose. Ah non, il ne faut pas le faire, sinon ils vont partir. Les nouvelles baisses d'impôts... sur les impôts de production, pareil, c'est le même revenu, c'est le même discours. Mais pourquoi ils ont cette image de défense du petit peuple? Eh ben, c'est comme ça qu'ils se présentent. Mais quand on regarde effectivement les votes à l'Assemblée nationale, pas seulement les discours, et bien là, sur le budget 2026, comme l'an dernier, en fait, ils ont bloqué systématiquement toutes les mesures de justice fiscale. La taxe Zuckman, le rétablissement de l'ISF, la suppression de la flat tax pour faire en sorte que les revenus financiers soient à nouveau taxés au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Systématiquement, ça a été éjecté par une alliance RN, LR et macroniste.
Donc ça serait intéressant, j'espère que les journalistes leur poseront un petit peu des questions. Comment vous faites pour vous présenter comme le parti du peuple alors qu'en réalité, vous vous alliez avec les macronistes pour faire en sorte que les privilèges fiscaux des milliardaires persistent? Il faudrait déjà qu'on trouve des vrais journalistes. Ça commence à devenir compliqué cette histoire. Mais en tout cas, oui, c'est intéressant. Même en tant que citoyen, on peut aller gratter et voir ce qu'il y a derrière les discours. D'ailleurs, il y en a un qui gratte énormément pour aller voir ce qui se cache derrière, pas seulement les discours, mais les gens. C'est vrai. Il y a Aymeric Lomprey qui a un petit peu, Raphaël, enquêté sur toi. Voici tout ce que vous ne savez pas sur l'invité et que même l'invité ne sait pas sur lui-même. On vient de l'apprendre à l'instant. Restez avec nous. Oh my fucking god! By Aymeric Lomprey. Aujourd'hui, dans ce que vous ne savez pas sur l'invité, et lui non plus, quelque chose d'incroyable. Tellement croyable que... Que c'est à peine croyable là. Ouais. J'adore. C'est trop bien de citer Louis Sarkozy. Bon. Puisqu'en effet, Raphaël n'a pas toujours été un enquiquineur de gauche. Un agent rouge infiltré. Un fouille-merde. Si je peux me permettre, monsieur Prado, s'il n'y avait pas de riches, il n'y aurait pas de... Bon, alors... Il faut savoir qu'avant d'être un aventurier social et de l'humain... Raphaël était un aventurier de la géographie et du territoire. Ah bon? Puisque Raphaël était un explorateur. Et Raphaël, écoutez bien, mais Raphaël a été le premier homme à être allé sur Mars. C'est pas vrai. Mais non. Ah bon? Si. Alors là, tout le monde est là. Et si vous voulez prendre la parole, faut articuler. La parole est précieuse dans une émission à succès. J'ai le bras gauche qui me fait mal. Alors, bon. Mais oui, mais Raphaël est très humble. Il n'aime pas fanfaronner, contrairement à d'autres qui aiment bien se vanter, dire « Oui, c'est moi qui ai créé l'émission la dernière, et je suis le chef, Guillaume et sa bande. » Alors qu'en fait, tout le monde sait bien que c'est moi qui ai eu l'idée de copier l'émission du Grand Dimanche Soir sur France Inter. On dirait que c'est écrit par une intelligence artificielle, mais très conne. Je te laisse pas démonter, Aymeric. C'était formidable. J'ai un caillou dans la tête. Bon, alors première question, Raphaël, Mars, il y a des gens ou il n'y a pas des gens? Moi, si tu me lances sur Mars, ça me fait toujours tout de suite penser à la planète Mars. C'est Marseille pour moi, donc il y a des gens à Marseille. Non, c'est pas l'esprit. C'est des extraterrestres. Attends, je vais recommencer. Non, là t'étais bien lancé. J'étais bien, ouais. Faut pas que je me sabote. Non, voilà. Mais même dans la vie, hein. Alors s'il y a des... Ta gueule. Alors s'il y a des gens... Monsieur le chef. Oui, pardon, chef. Guillaume Meurice. Un jour public, monsieur. Un jour public. Un jour public. Alors, emmenez-moi. Allez-y, la bande. Ouais. Puisqu'il y a des gens... Ouais, c'est dur de se remettre dans le personnage aussi. Hein. Comment tu fais, Arnaud Aymar? Alors, est-ce qu'ils sont de gauche ou est-ce qu'ils sont de droite? Un rire, c'est bien. Alors, non, mais genre, par exemple, est-ce que quand on arrive là-bas, ils font « Coucou, venez faire des bonasses ?» Ou alors « Ah oui, il faut travailler, hein ?» Et deuxième question, roule-t-on à gauche ou à droite? Moi, je sais pas, là. C'est pas une question... À croire que j'ai pas le sens des priorités. Ça reste une émission d'humour. Ma question est la suivante. Étant donné la merde dans laquelle on se trouve, si c'est la merde... Si, c'est la merde, hein. Je l'ai mal dit. Non, mais excusez-moi, quand on demande à Patrick Sébastien son avis sur la politique et qu'il y a Glucksmann, c'est que c'est la merde. Alors, étant donné que c'est la merde dans laquelle on se trouve, est-ce que vous diriez que c'est foutu et on va tous sur Mars reconstruire une société cool, de partage, où le capitalisme est remplacé par un croque-monsieur au cheddar? Oui? Bah, faut faire gaffe parce que je crois qu'Elon Musk il a prévu de faire ça et à mon avis quand tu vas arriver ça sera un peu pourri quoi. Il a tout gâché la fin. Oh là là, mais merci quand même, Aymeric. Merci quand même. Et bravo à Raphaël. Vraiment, premier homme sur Mars. C'est fou. Merci Aymeric. C'est fou. Comme le disait Jean-Jacques Goldman, qu'est-ce qu'on peut bien faire après ça? Peut-être écouter du Jean-Jacques Goldman? Oui, c'est vrai qu'on pourrait, mais on va pas. On va écouter une chanson de Lola Young intitulée Dealer, qui commence par les mots suivants. J'ai passé toute la journée à essayer d'être sobre. On dirait que c'est Aymeric qui fait la programmation musicale de cette émission. La dernière. Nova. Vous êtes toujours sur Radio Nova, la dernière. Juliette Arnaud, Aymeric Lomprey, Pierre-Emmanuel Barré, notre invité Raphaël Prado de l'association Attaque.
Et celle qui vient de nous rejoindre n'est pas la dernière à attaquer quand on lui dit Académie française ou masculin neutre. C'est notre linguiste, Laëlia Véron. Bravo. Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un phénomène linguistique régulièrement mobilisé par une personne dans cette émission, l'insulte. Et je parle de Pierre-Emmanuel Barré, bien sûr. Oui, c'est vrai. C'est factuel. Mesquine, pauvre Pierre-Emmanuel, il nous avait fait des chroniques, mais hyper conscientisé sur tous ses efforts pour éviter les insultes oppressives. Et c'est vrai que pour une fois, il n'a pas dit gogol ou enculé, mais il a comparé la police à Daesh. Hein, aïe, 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 on n'est plus au niveau du buzz woke sur les réseaux sociaux, mais de la plainte du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Guillaume l'a rappelé, ministre qui en revanche botte en touche quand on lui pose des questions sur les chiffres et les faits de cette chronique. Bon, alors je vous propose qu'on aide ensemble Pierre-Emmanuel en réfléchissant à ce que c'est une bonne insulte. Parce que les insultes, on ne pourra pas les éradiquer, on en a besoin, une langue sans insulte, ça n'existe pas. Alors, comme pour toute parole, une bonne insulte, ça se détermine selon des critères différents, et c'est un sujet étudié en linguistique, notamment par la linguiste Dominique Lagorgette. Il y a des critères esthétiques, parce que est-ce qu'elle va bien sonner l'insulte ? Il y a quelque chose qui fait plaisir dans ce qu'on appelle les occlusives, genre connard. Hein, ça passe bien. Il y a des critères distinctifs. Est-ce qu'on a, par exemple, une rêve que les autres n'ont pas ? Si je dis, hé Juliette, est-ce que tu trouves pas que Guillaume et Pierre-M, c'est un peu nos Bouvard et Pécuchet à nous ? Tu vois, ça la fait rire, voilà. C'est ça. Ouais, carrément. Ouais, insulte flaubertienne. Moi, je fais Philippe Bouvard, si ça vous dérange pas. Insulte flaubertienne. Mais une bonne insulte, c'est avant tout une insulte efficace qui va nous défouler et atteindre l'autre. Et là où c'est compliqué, c'est que ça va mêler de l'individuel et du social. Si je veux bien atteindre l'autre, j'ai deux choix. Soit je le connais bien et j'essaye de viser une de ses faiblesses intimes avec une insulte sur mesure, soit je puise dans un stock d'insultes toutes faites qui ne tire pas tant sa force d'être ajusté à la cible que de bénéficier de la répétition et de la stigmatisation collective. Par exemple, imaginons, si Pierre-Emmanuel me traite de grosse pute, j'imagine. Même si je considère que pute ne devrait pas être insultant, parce que ça ne devrait pas être infamant d'être associé à une prostituée, le mot peut quand même me faire mal, malgré moi, parce que notre groupe social le juge insultant et l'emploie comme tel depuis des siècles. Donc une bonne insulte du point de vue pragmatique, efficacité, ce n'est pas forcément une bonne insulte du point de vue éthique ou politique, c'est le problème des insultes dites oppressives, qui peuvent contribuer à transmettre, quelquefois malgré nous, des stigmates dont on voudrait se débarrasser, comme le racisme, le sexisme, l'homophobie ou encore le validisme. Alors certes, on peut essayer d'éviter ça en inventant des insultes originales, mais si c'est trop original, genre les insultes à la capitaine Haddock, moule à gaufre, ça va vous faire rire, mais ça va pas être très efficace. Donc on est obligé, pour que ça fonctionne, de quand même essayer de jouer sur des réflexes collectifs. Alors on peut essayer de retourner certaines stigmatisations, on peut essayer de jouer sur des tabous existants mais non oppressifs. La base, c'est le pipi-caca. Donc quand Pierre-Emmanuel va traiter Laurent Nunez de cul-à-pis, soit c'est qu'il a beaucoup réfléchi, soit c'est qu'il a bien régressé. Un peu des deux. Ouais, les deux, je pense. C'est possible. Donc une bonne insulte, on a dit, c'est une insulte qui atteint la cible. Mais à quel point ? En fait, le rapport entre insulte et violence, c'est plus compliqué que ça n'en a l'air. L'insulte peut être très violente. On peut considérer que c'est le premier pas vers la violence physique. En latin, insultare, ça veut dire vraiment sauter sur, attaquer. Mais on peut penser aussi qu'elle la prévient, qu'elle sert à nous défouler pour justement ne pas passer à la violence physique. On va souvent opposer la politesse, l'urbanité à l'insulte, la violence. Mais on peut être très insultant en étant très poli. Et à l'inverse, l'insulte peut même devenir une marque d'affection. Il faut changer l'intonation. Par exemple, si je dis à Pierre-Emmanuel, t'es un petit connard, toi, hein, mon salaud, hein. Ça peut même devenir sexuel, mais je vais m'arrêter. C'était bizarre. C'est passé quelque chose, mais bon. Ouais. C'était pour le mettre un peu à... Tu insultes tout le temps tout le monde, faut bien qu'on t'insulte un peu, hein. Bon, il y avait aussi des insultes sexuelles, mais je vais arrêter sur les exemples, il est déjà mal à l'aise. Donc finalement... J'y continue. Oh, c'est drôle. On va vous laisser. Finalement, peut-être que tout ça est un malentendu, que depuis le début, Pierre-Emmanuel cherche à faire copain-copain avec Laurent Nunez. Cuvapis, c'est que de l'amour. Laëlia Véron, merci Laëlia. Merci à toi. Je tiens à signaler que tu publies
Tu publies en janvier T'es sérieuse, problème politique de l'ironie. Oui, vous êtes dedans. Et oui, coécrit avec Guillaume Fondu aux éditions La Découverte. Merci beaucoup. On est toujours avec notre invité, l'islamo-wokiste, gauchiste, Raphaël Prado, puisque voilà, on parlait des insultes. Laëlia, je crois que tu avais une question. Oui, je voulais qu'on discute ensemble de cette question des insultes politiques. Il y a plein de choses qu'on pourrait dire. Alors, sur l'aspect légal, je fais de la pub, c'est pas pour moi. Jugez les mots de Anna Arzoumanoff, qui est aux Actes Sud. Actes Sud, t'es dedans, Guillaume, aussi. Encore, t'es encore dedans. Mais si on parle de comment on réagit par rapport aux insultes, vous les comiques, souvent vous allez les revendiquer. Je sais que toi, Guillaume, dès qu'on t'insulte... Il y avait de l'insulte dans vous, les comiques. T'as senti? Non mais c'est vrai, Guillaume, dès qu'on t'insulte... Moi je suis chef, tu parlais de la bande. Non oui, vas-y, pardon. Non mais toi, dès qu'on t'insulte, tu vas dire ouais. Enfin, c'est un peu une médaille presque, tu vas le revendiquer. Oui, un peu, ça dépend qui, mais oui, je vois ce que tu veux dire. C'est quand on te fouette comme ça. ça. Ouais, c'est quelque chose que je peux apprécier, oui, dans un certain contexte. Quand on est en cuir. Oui. Non, je suis vegan. Pardon. Non, j'aime bien continuer aussi. Tu vois. non, vas-y. Non, mais par exemple, toi, tu vas revendiquer souvent l'insulte. Enfin, c'est pourquoi? C'est pour dire que ça t'atteint pas? C'est peut-être retournement du stigmate? C'est une question pour moi, carrément. Oui, c'est la version du stigmate. C'est vrai qu'on nous dit islamo-gauchiste, ça nous fait rigoler. Même wokiste, c'est un peu bizarre comme insulte. Mais je trouve que, par exemple... Bisounours, on nous dit des fois. Vous êtes vraiment la gauche bisounours. C'est hyper cool. Oui, donc merci, toi, je dis merci souvent. Mais je trouve que c'est plus compliqué à des moments. Je sais pas exactement comment tu te définis, expert, militant politique, mais... En tout cas, quand on veut faire valoir une expertise, on veut quand même être jugé sérieusement. Et c'est quand même difficile de revendiquer ces insultes-là, quoi. D'autant plus que militant, ça devient aussi une insulte. Et je sais pas, moi, de fait, quand j'aime pas trop, si j'ai l'impression que ça va quand même décrédibiliser mon expertise universitaire, ce genre de choses. Donc comment tu gères les insultes? Je pense que quand on est un militant de gauche, les insultes, il faut surtout pas que ça t'atteigne, quoi, parce que quand tu regardes sur les réseaux sociaux le torrent de boue, par exemple, la semaine dernière, on a fait un tweet de soutien à un certain Pierre-Emmanuel pour lui dire que Laurent Nunez aurait mieux fait de s'attaquer à ceux qui font des violences policières plutôt qu'à ceux qui font des sketchs pour les dénoncer. Et on a eu un torrent d'insultes en dessous. Moi, ça me fait rire, en fait. Moi, l'insulte que je préfère, c'est quand on dit qu'on n'est rien à l'économie. Mais par contre, c'est vrai que je reconnais que j'ai une chance, c'est que je suis un mec, et j'avoue que les copines militantes, et notamment qui sont visibles, qui sont les porte-paroles, etc., elles se prennent systématiquement des insultes sur leur physique. Et moi, j'échappe à ça, donc déjà, c'est déjà pas mal, quoi. On a ce privilège-là d'avoir des insultes plus sur notre compétence que sur notre physique. Au-delà des insultes, il y a vraiment des vraies bagarres sémantiques. Par exemple, on économise sur le mot libéral, qui sonne comme un truc assez cool, parce qu'on se dit, tiens, il y a liberté dedans. Est-ce que c'est des questions auxquelles tu réfléchis, toi, avant de t'exprimer? On dit libéral, néolibéral, etc., etc. En fait, il y a une confusion quand tu parles de libéralisme économique ou de libéralisme politique. Donc, effectivement, on est libéraux. Même regarde, aux États-Unis, les libéraux, c'est la gauche, parce que c'est ceux qui sont effectivement libéraux au sens politique du terme. En fait, je ne sais pas quoi répondre. Le libéralisme, ça me semble être quand même la liberté du plus fort de faire ce qu'il veut, quoi. Oui. Non, mais c'était sur le mot. Est-ce que tu réfléchis avant d'utiliser le mot à te dire, comme Pierre-Emmanuel a réfléchi au niveau des insultes, en disant, je vais essayer de plus utiliser tel type d'insulte. Est-ce que tu te dis, le mot, il est tellement miné, le mot libéral, il est tellement miné qu'on va essayer d'en inventer un ou d'en choisir un autre? En fait, aujourd'hui, le problème, c'est la question, est-ce qu'ils sont vraiment encore toujours libéraux, quoi? Parce que d'un point de vue politique, on voit bien qu'il y a une restriction des libertés publiques. Donc, eux, ils ont essayé toujours de faire en sorte que libéralisme politique et libéralisme économique, ça semble aller de pair. Ouais. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on recule sur les libertés publiques. Et même du point de vue libéralisme économique, quand on voit, par exemple, je sais pas moi, quand on donne 211 milliards d'aides publiques aux entreprises, c'est plus tellement du libéralisme. Hein, oui, c'est de la subvention pure et dure, quoi. Juliette, tu avais une question? Il y a un autre truc au niveau de la sémantique, moi, qui me fait mal au cœur, c'est que quand on parle des pauvres qui grugeraient la CAF, mettons, on parle de fraude fiscale. Et quand il s'agit des riches qui très clairement pratiquent la même chose, on appelle ça l'évasion, ce qui est connoté super positivement. L'optimisation. Oui, l'optimisation, ce qui est également positif. Et puis la fraude pour les autres, c'est invraisemblable. Enfin, comment vous faites, vous, justement, pour éviter de ne pas employer ces mots-là? On est bien obligé d'employer la question de la fraude fiscale. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment la fraude sociale, elle est mise en avant en permanence. On a l'impression qu'en fait, le trou de la Sécu, ça s'explique par le fait qu'il y a des plus pauvres que nous qui n'auraient pas droit à des aides et qui les touchent quand même. Et ça nous permet d'oublier qu'en fait, la fraude fiscale, elle représente beaucoup plus. C'est des montants qui n'ont rien à voir. Oui, alors après, c'est vrai que sur fraude, ils ont des jolis évasion alors des fois, c'est fraude. Le problème, c'est la difficulté sur la fraude fiscale, c'est qu'il faut arriver à démontrer que c'est illégal. Or, il y a plein de mécanismes qui sont à la limite de la légalité. Quand une entreprise elle a une filiale dans un autre paradis fiscal et puis qu'en fait les bénéfices sont bizarrement déclarés là-bas, arriver à montrer que c'est illégal, c'est plus compliqué que sur quelqu'un qui n'aurait pas droit à une aide, par exemple. Et il joue aussi beaucoup effectivement sur la sémantique évasion ou optimisation fiscale. Nous, on parle d'évasion fiscale qui permet de parler des mécanismes qui sont justement à la limite de la légalité.
Et eux, quand ils parlent d'optimisation fiscale, ça veut dire c'est légal, circuler, il n'y a rien à voir. Mais sauf qu'en fait, c'est eux qui les font, les lois. Je me rappelle de Macron qui répondait à Edoui Plenel là-dessus, en plein scandale d'évasion fiscale. Il disait non, mais c'est pas de l'évasion fiscale, c'est de l'optimisation fiscale. Alors c'est vrai qu'il y a plein de mécanismes légaux par lesquels les ultra-riches échappent à l'impôt. Mais du coup, ça semble plus légitime. Alors en fait, c'est pas parce que c'est légal que c'est légitime. On donnera des petits conseils parce qu'il y a M. Pigasse qui nous écoute, donc il a peut-être besoin aussi de savoir voilà, la différence. Voilà. Merci en tout cas, merci Laëlia d'avoir été avec nous. Merci Raphaël. On va continuer, reste avec nous Raphaël jusqu'à 20h. Attention, la séquence qui suit peut comporter des mots qui vous trompent. C'est la publicité. La dernière. Nova. Vous êtes toujours sur Radio Nova, la dernière. Juliette Arnaud, Aymeric Lomprey, Pierre-Emmanuel Barré, Laëlia Véron qui est restée avec nous et notre invité Raphaël Prado, porte-parole d'Attaque. Lui, il va peut-être bientôt avoir besoin d'une défense, je pense, au tribunal. L'homme par qui le scandale arrive, Pierre-Emmanuel Barré. Attendez. Non mais attendez, j'ai une blague. Non. Attendez, venez. Mais attendez, vous allez voir. Attendez. Arrêtez, ça suffit. Arrêtez, j'ai une blague. C'est une devinette. Qu'est-ce que tout le monde essaie de nous vendre avant les fêtes de Noël, mais qui en fait est une grosse arnaque et qui s'appelle Raphaël Glucksmann. Ah merde. Ah, j'ai raté la blague. J'ai dit la réponse, pardon, ça arrive même au meilleur. Hein. Non mais ils foutent partout, la Glucksmann, là. À la télé, à la radio, dans les magazines. Je vous jure, j'ai l'impression d'habiter avec lui, quoi. La dernière fois, j'ai mis la table, j'ai foutu une assiette en plus. Ma meuf, elle me dit, bah, qu'est-ce qui te prend? J'ai dit, ah, j'ai mis une assiette en trop. Elle me dit, bah non, t'as mis la table. Les grands patrons et les journalistes qui les protègent, ils sont terrifiés à l'idée d'un second tour avec Mélenchon. Alors ils font tout ce qu'ils peuvent pour nous faire adopter Glucksmann. Ils sont là, regardez, qu'est-ce qu'on a trouvé? C'est le petit Raphaël, regardez comme il est tout mignon là, oh, qu'il est craquant, on a envie de voter pour lui, hein. Donne la patte Raphaël, donne la patoune. Non, ça c'est l'oreille, la patte. Non, c'est toujours l'oreille. Oh, il est mignon, mais il est con. Hein. Et ils nous ont fait exactement le même coup en 2017. Hein. Regardez qu'est-ce qu'on a trouvé. C'est le petit Emmanuel. Regardez comme il est tout mignon. Allez, couchez Emmanuel, couchez. Attendez, je lui montre une photo de Bernard Arnault. Voilà. Il se couche un bon pépère, ça, hein. Oui. C'est le bon chien à son MEDEF. Et le plus énervant, c'est même pas que tous les médias essaient de nous refourguer Glucksmann, c'est qu'ils disent qu'il est de gauche. Non, hein. Il n'est pas anticapitaliste, donc il est capitaliste, donc il est de droite, voilà. Hein. C'est quand même pas compliqué l'analyse politique. Si David Pujadas il chie dans un ramequin et il me répète 500 fois que c'est une île flottante, bah quand je vais la goûter, je vais dire elle a quand même un bon gros goût de merde, ta crème anglaise, David. Hein. Glucksmann, il est pas de gauche et le caca, c'est du caca. Hein. Regardez, ça, c'est l'éventail politique de la France qu'on nous montre à la télé. L'extrême gauche, c'est LFI, la gauche avec le PC, les Verts, le PS, Place Publique, le centre, la droite, l'extrême droite. Et ben tout ça, c'est faux. Bouh. Propagande, Berck, à la poubelle. Hein. J'ai refait l'éventail pour qu'il corresponde enfin à la réalité. Vous allez voir. C'est beaucoup plus clair. Hein. En rouge, c'est la gauche, lutte ouvrière, révolution permanente et l'UNPA. En rose, le centre, avec LFI et le PC. En bleu, il y a la droite. Et tout le reste, en marron dégueu, là, c'est l'extrême droite. Hein. J'ai fait un gros paquet de la même couleur. On va pas perdre de temps à distinguer 50 nuances de facho. Hein. Et ben Glucksmann, sur l'éventail, il est là. Il est en bleu, et c'est tout. Hein. Il adore l'économie de marché, il veut que la France reste dans l'OTAN. Il soutient le chef d'état-major des armées, là, le général Monfion, là, qui dit qu'à la maternité, les bébés, on ne devrait pas leur mettre un body, mais un treillis. Il fait ses meetings avec François Hollande et Bernard Cazeneuve. Red flag. Mec toxique, droite. Non, de toute façon, Glucksmann, là, il est à 14% dans les sondages parce qu'il est mis en avant comme un Lego à Noël, mais il va faire 6% aux élections. Hein. Il rêvait d'être Macron, il va finir comme Zemmour. Quand il est né, Raphaël, sa mère, elle a dit « C'est une fille, c'est un garçon ?» La sage-femme, elle a dit « C'est un gros loser, madame. » Vous l'avez vu sur LCI, là, cette semaine ? On lui demande pourquoi il n'utilise pas le mot génocide pour Gaza. Raphaël, il se démonte pas, là. Hein. Il regarde le type dans les yeux et lui dit vous, c'est... non, parce que...
Glucksmann, c'est le seul mec qui passe sous un tunnel, même quand il est sur un plateau télé, quoi. C'est fou. Sa réponse, elle est articulée en 2 parties, 3 minutes de bégaiement, 3 minutes de révisionnisme. Parce que c'est un intellectuel, Raphaël, il dit qu'il faut être extrêmement précautionneux avec certains termes. Donc lui, il veut pas parler de génocide, mais juste de carnage. Et ben moi aussi, je vais être extrêmement précautionneux avec les termes. Non, vous allez voir, je vais être précautionneux en vrai. Vu son projet politique, si Glucksmann devient président pour les classes populaires, je dis pas que ce sera un génocide, mais ce sera un carnage. Merci de m'avoir écouté. Pierre-Emmanuel Barré, merci Pierre-Emmanuel. On se retrouve en tournée, allez le voir, dans toute la France, au Bataclan, au printemps. Et je vous conseille la vidéo sur YouTube parce qu'il y a un travail graphique. Oui, il y a des camemberts. C'est Hugo Culetto qui m'a fait mes camemberts. On embrasse Hugo Culetto. Ça se mange. Oui. Voilà, on va laisser Émeric déguster ce camembert. On va revenir à notre invité Raphaël Prado, donc un des porte-parole d'Attaque. On a parlé d'économie. Mais on n'a pas parlé encore des moyens d'action d'Attaque, parce que c'est pas seulement une association qui parle, c'est aussi une association qui agit. Quelles sont vos méthodes d'action? Et j'ai carrément envie de te poser la question, est-ce que vous condamnez les violences? J'adore poser cette question. Non, mais il y a une méthode d'action qui est assez pacifiste, c'est pour ça que je te la pose. En plus, je suis content parce qu'on ne l'avait jamais posé, mais c'est vrai que les anciens porte-parole d'Attaque, ils étaient confrontés à cette question à la création d'Attaque. C'était les grandes heures du mouvement altermondialiste avec les grandes manifestations, on se rappelle de Gênes notamment en 2001, etc. Et où il y avait des black blocs, et du coup, c'était est-ce que vous condamnez les violences, quoi. Alors nous, on a une position là-dessus qui est très claire, c'est la diversité des tactiques. C'est-à-dire que nous, on en parlera après si tu veux, mais les modes d'action qu'on utilise, ce sont des modes d'action non violents, et encore, il faudrait réfléchir à ce que ça veut dire exactement. Mais par contre, on s'insère dans des cadres où il y a effectivement différents modes d'action. Je prends un exemple récent, la 69 ou Notre-Dame-des-Landes ou les bassines de Sainte-Soline. Ouais. Bah, effectivement, on converge des militants qui utilisent des modes d'action très divers. Et nous, on pense que c'est très bien parce qu'effectivement, il y a besoin que chacun puisse agir comme il a envie de l'agir. Nous, nos militants, nos militantes, on les envoie pas forcément, on les appelle pas forcément à faire des actions dans lesquelles ils se mettraient physiquement en danger. Alors, ils prennent des risques quand même juridiques et de plus en plus. On en parlera avec lui tout à l'heure notamment. Mais c'est vrai que nous, on n'appelle pas à ce type d'action. Par contre, ça nous pose aucun problème de participer effectivement à des cadres où chacun utilise des modes d'action différents. Et si on prend par exemple Notre-Dame-des-Landes, heureusement qu'il y a des gens qui ont résisté physiquement sur place, sur la ZAD, parce que sinon aujourd'hui il y aurait un aéroport à la place, quoi. Et alors quels sont les moyens d'action de... Oui, on peut t'applaudir pour ça. Un discours très clair. Quelles sont les dernières actions, par exemple, qui ont été menées par Attaque? Alors, on aime bien les chatouiller Bernard Arnault en ce moment. Oui, voilà, c'est pour ça que je voulais te lancer là-dessus. Avec la Samaritaine. Écoute, on allait faire un truc qui était assez modeste, mais qui était... vous savez, Bernard Arnault, il a fait une sortie dans la presse pour dire que Gabriel Zucman était d'extrême gauche et qu'il fallait surtout pas avoir l'attaque Zucman. Ouais. Donc, on est allé devant la Samaritaine et on a tagué Tag the Rich sur la Samaritaine. Alors, avec de la craie, justement, c'est notre conception de la non-violence, c'est que c'est non dégradant. Le truc, il est facile à faire partir. Bah, ça les a pas empêchés de porter plainte, hein. Mais voilà, on aime bien utiliser des modes d'action comme ça. Où, en fait, ce qu'on essaye de faire, on essaye que les modes d'action soient compréhensibles par le plus grand monde, que ça se retourne pas contre nous, qu'on ne dise pas mais pourquoi vous avez dégueulassé ça, quoi. Bon, ça nous empêche pas de nous faire traiter de tous les noms, hein. Après Sainte-Soline, on a été convoqué à l'Assemblée comme organisateur de manifestations violentes, par exemple. Bon. Oui, ça c'est pas très... De toute façon, quoi qu'on utilise, de toute façon, il suffit de participer à des actions où il peut y avoir des gens qui utilisent d'autres modes d'action pour qu'on soit qualifié et mis dans le même sac. Mais bon, c'est le jeu, quoi, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que cette idée de condamner, et c'est toujours la volonté de nous diviser. Bon, nous, on considère qu'effectivement, nos adversaires, c'est pas ceux qui luttent avec nous, qui utilisent d'autres modes d'action, mais c'est plutôt ceux qu'on a en face de nous avec des gros casques bleus. Oui, on voit très bien. Oui, on les connaît bien. Et ceux qui les emploient surtout, parce que bon, ceux qui les commandent et ceux qui les emploient. Bon. Et est-ce que vous posez la question de l'humour dans les luttes? Parce que les luttes, ça a longtemps paru comme un truc un peu chiant, un peu austère et très ritualisé, quoi. Les manifestations, les pancartes, les slogans. Est-ce que vous pensez en termes de renouveau et pourquoi pas d'ironie, d'humour? Bah, ça se décrète pas d'être drôle, hein. Mais non, mais des fois, ça se travaille. Bah, par exemple, en ce moment, sur la campagne, là, sur le budget, on a un outil. Bon, t'as pas voulu le passer, tu nous as censuré, mais non, je rigole. Ce qui s'appelle le fitness fiscal. Vous avez peut-être entendu dans une manifestation. Oui. Où en fait, on fait ruisseler Bernard Arnault et on fait une espèce d'exercice de fitness. Et bon, si vous l'écoutez, c'est assez drôle. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, mais décliné. Du sport. Ouais, c'est pas que j'ai pas voulu le passer, c'est que je savais qu'il y avait Émeric et fitness. C'est un drôle de moyen de lutte, ça, le sport. Voilà. Tu vois, je savais que donc, vu qu'on fait des trucs, on en a parlé tout à l'heure, c'est vrai que l'économie, ça peut paraître un petit peu austère, etc. Il faut quand même toujours trouver des moyens pour que ça soit le plus compréhensible possible. Mais alors attends, parlons-en, la fitness fiscale, disons, Jordan, mais justement, est-ce qu'ils peuvent aller voir sur
Sur Internet, il y a des. C'est Ouais, quoi, c'est ou même décoré, en manif. des- Hier encore, dans la manif, il y avait le fitness fiscal. Vous pouvez le trouver facilement. Alors, je vous invite à aller sur le site d'Attaque, france.attaque.org. Ouais. Vous pourrez même en profiter pour faire un don ou adhérer, parce qu'on est une association qui dépend de ses adhérents, de ses donateurs. Ah, on ses n'a pas donatrices. posé la question de comment est financé Attaque. Bah, pas par, Parlons-en. ni par Bolloré, ni par des riches milliardaires de gauche. Donc, on compte sur le soutien. Ça, c'est une attaque, j'ai l'impression. Donc, on compte Alors sur le qu'on était soutien. gentils depuis le début. On compte sur le soutien il de- veut des jouer gens- à ça, le con. Alors, Donc on compte sur le soutien des gens qui veulent bien, qui pensent que c'est important ce qu'on fait et qui veulent nous financer. Alors c'est des dons, c'est des adhésions, et puis c'est aussi, par exemple, on produit des bouquins, des trucs comme ça, où on a du matériel militant qu'on peut vendre. Vous pouvez aller sur le site et trouver différents moyens de nous soutenir. Et si on veut vous rejoindre en tant que bénévole et participer à des actions, c'est aussi Tu possible, peux j'imagine. adhérer à Attaque, tu vas sur le site d'Attaque, tu trouveras, pour faire un don, on pourra adhérer à Attaque. Parfait. Il faut venir avec ses craies. Non, grâce aux dons et aux adhésions, on peut en acheter et les donner aux gens. C'est beau. Et on est pas Et obligé de on- venir en tenue de fitness. Tu vois, ça l'a traumatisé. Ça l'a traumatisé. Non, mais par contre, tu donneras un masque de Bernard Arnault pour du plus bel effet. Ça t'ira très bien. Moi, j'ai hâte de voir. j'ai hâte de Ça peut voir pas avec. être pire de toute façon. Mais riez. Reste avec nous, Raphaël. On a parlé de chiffres, mais parlons un peu de lettres, puisque c'est l'heure de la chronique de Juliette Arnaud. C'est que nous fait chier à lire, ça. C'est pas marqué dans les livres. C'est que nous fait chier à lire tout le temps. Plus important à vivre. Regarde Juliette Arnaud. En avant les histoires. Bravo Julie. Non mais moi aussi je suis contente. Je suis contente parce que le réalisateur et scénariste mexicain Guillermo del Toro vient d'adapter Frankenstein, c'est-à-dire une énième adaptation du roman écrit par ma chère Mary Shelley en 1818. Ça a plus de 2 siècles cette histoire. Et le travail de del Toro a beau m'enthousiasmer en général, j'étais un peu tendue à l'idée qu'à nouveau un type mette ses grosses pattes dans cette merveille de roman. Un peu tendu, j'euphémise, j'étais littéralement au pied de béton. Eh ben, j'avais tort. Et je m'en suis remise d'avoir tort. Me tromper, j'ai l'habitude, j'en sors, j'y retourne. Pourtant, le scénariste Guillermo del Toro, il remanie le roman et notamment, il transforme un personnage très secondaire et il le pousse devant la lumière, un personnage féminin de jeune fille, une jeune fille qui s'appelle Elisabeth, ce qui est finaux, parce que ce roman, il a été écrit par une jeune fille, Mary Shelley, et finaux également parce que l'attitude de la jeune fille face au monstre est remarquable. Mais pour arriver au Frankenstein de Guillermo del Toro, je crois qu'il faut d'abord passer par Le Magicien d'Oz, film de Victor Fleming de 1939. Au centre de ce film, du Magicien d'Oz, il y a une petite jeune fille qui s'appelle Dorothée, qui a 2 tresses rousses. Rousse, c'est important, vous allez comprendre. Et qui est dans une grosse galère dans son Kansas natal. Il y a un énorme ouragan. La maison en bois où elle cherche refuge s'envole. Et elle atterrit. Oh, elle le fait. Effets spéciaux. Et elle atterrit à Oz, qui est un pays magique en technicolor, un pays caché derrière l'arc-en-ciel, haut, très haut, somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once, in a lullaby. Très chouette le pays d'Oz, très bien décoré. Mais bon, Dorothy, elle veut retrouver son foyer et elle connaît pas le chemin. Et il y a une méchante sorcière qui lui veut du mal. Et comme si c'était pas suffisamment pénible, Dorothée va devoir prendre en charge des créatures, un épouvantail sans cervelle, un homme en fer blanc dépourvu de cœur et un lion dénué de courage. Bien, bien, bien. Je vous cache pas que je me suis un peu projetée. La chose qui nous intéresse, c'est que Dorothée n'est non seulement pas effrayée par eux ou écœurée par leur apparence, mais qu'ensuite elle va s'employer les 3 à les réparer. Sans doute parce qu'elle a de la jugeote, du cœur et du courage. Mais enfin bon, on nage en plein foutu syndrome de l'infirmière. Alors on va foutre le camp de 1939 et arriver en 2025 avec Elisabeth chez Guillermo del Toro dans son Frankenstein à lui. Elisabeth, elle est rousse également. Et il en fait la belle-sœur du docteur Victor Frankenstein, celui qui se prend pour Dieu puisqu'il essaye de fabriquer un être humain. Elisabeth, c'est un personnage qui est animé par 2 passions qui font difficilement bon ménage, une lucidité extrême et une compassion tout aussi radicale. Elle est lucide face à Victor Frankenstein, elle dit de lui
Il est effroyable et grotesque, il essaye de contrôler et manipuler tout le monde. En bon tyran, il se plaît à jouer les victimes. Et quand elle est face à la créature, elle est compassionnelle. Elle est fascinée, elle est émue, elle le regarde droit dans les yeux et reçoit le pauvre petit cadeau qu'il lui fait, une feuille morte, comme si c'était le plus rare des bijoux. Marie Shelley faisait dire aux monstres, quand ils commencent à comprendre l'humanité, tous les hommes haïssent les malheureux. Tous. Mais pas Elisabeth. Parce que le monstre, avant d'être vengeur, il est malheureux, puisqu'il est rejeté. Elisabeth, comme Dorothée, ne nous montre ni rejet, ni peur, ni effroi. Pourquoi ? Parce que Guillermo del Toro, il fait d'Elisabeth une scientifique, passionnée également. Elle, c'est par les insectes, notamment les papillons, dont elle parle de la sorte dès le début du film. Elle dit d'eux, farouche, envoûtant, mais si étrange. 3 cœurs, des yeux multiples, le sang blanc et un fascinant manque de choix. Dès lors, comment aurait-elle peur du monstre ? Elisabeth est-elle en mesure de réparer la créature, ou mieux, de lui frayer un chemin ? Moi, je sais, j'ai vu le film et ça m'a brisé le cœur. Je m'en remettrai de ça aussi. Faites quand même inscrire sur ma pierre tombale. Guillaume Meurice lui avait dit 257 fois qu'elle n'avait pas les diplômes pour faire l'infirmière. Elle avait préféré chanter dans sa tête. Juliette Arnaud. Merci beaucoup, Juliette, qui n'a pas les diplômes, je le rappelle. Merci pour cette chronique qu'on retrouve en podcast et on peut te retrouver sur ton Instagram, Juliette Arnaud Pénélope. Tant qu'on en est à faire un peu de promo, je vais vous signaler un événement qui va avoir lieu le 9 décembre au Zénith de Paris, qui s'appelle Together, avec mon accent anglais incroyable, Together for Palestine, 9 décembre au Zénith de Paris. Il y aura 47 artistes, Mona Chollet, Aloïs Sauvage, Médine, Rokhaya Diallo, Yann Tiersen, Pomme, etc., etc., etc. Tous les bénéfices reversés à MSF Urgence Gaza. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre vos places. 9 décembre, Zénith de Paris. Et puisqu'on a un petit peu de temps et qu'on est toujours avec Raphaël Prado, porte-parole d'Attaque, je voulais te poser la question aussi on parle beaucoup de convergence des luttes. Donc on sait qu'Attaque est engagé pour la justice fiscale. Est-ce qu'il y a d'autres sujets pour lesquels Attaque s'engage ? Est-ce que par exemple la Palestine, ça peut faire partie d'un sujet ? Ou alors pas du tout ? Je veux pas te mettre dans la merde, mais... C'est très simple. Attaque appelle à la grande manifestation samedi prochain, manifestation nationale en soutien à la Palestine. Donc bien sûr, on s'engage là-dessus. Alors c'est pas des sujets qui sont dans notre cœur de métier, on va dire, mais évidemment, on s'engage sur plein d'autres luttes. Je parlais tout à l'heure des luttes environnementales, les questions internationales. Évidemment, Attaque, en tant qu'association intermondialiste, on a toujours été une association qui se soucie de ce qui se passe dans le reste du monde. Donc, et est-ce qu'il y a des débats internes au sein d'Attaque pour savoir sur quelle lutte il faut s'engager ? Est-ce qu'il y a des... toujours, ne serait-ce que pour une question simple, c'est que vu qu'on n'a pas des moyens non plus démesurés, il faut bien qu'on priorise, quoi. Donc effectivement, on peut pas être partout avec la même intensité, quoi. C'est vrai que nous, ce qu'on essaie de porter en propre, c'est plutôt sur les questions dont on a parlé ce soir, les enjeux économiques, résister au néolibéralisme, résister à ce rouleau compresseur de la pensée unique libérale, quoi. Mais évidemment, on est engagé sur tout un autre. Et heureusement qu'il y a d'autres associations qui peuvent être justement plus motrices et dans lesquelles on va se retrouver dans des collectifs où on va être moins centraux, mais sur lesquels on va jouer évidemment un rôle aussi, quoi. C'est toujours la question des convergences des luttes et des convergences des stratégies. Voilà. Merci beaucoup en tout cas Raphaël, merci. Reste avec nous car on n'a pas fini avec toi. On est ensemble jusqu'à 20h, mais tu le sais, radio privée égale publicité. Vous êtes bien sur Radio Nova, la dernière, Juliette Arnaud, Aymeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré et notre invité, le porte-parole d'Attaque, Raphaël Prado. Il est 19h44, l'heure de notre séquence L'invité de l'invité. Eh bien, figurez-vous qu'elle est aussi porte-parole d'Attaque, mais également cofondatrice du collectif Les Rosies. Yuli Yamamoto est avec nous. Salut Yuli. Sois la bienvenue. Merci. Tout va bien? Merci de nous recevoir. Merci à toi d'être venu. Lobby Attaque, parce qu'on a le porte-parole et l'autre porte-parole. Voilà. Ah ouais, vous êtes que deux à gérer ça. Ok, impeccable. Alors non, on est plein, Mais il y a deux porte-paroles. Il y a deux porte-paroles et vous êtes là, c'est parfait. Alors je te demandais si ça allait, pour une raison extrêmement précise, c'est que j'ai lu que tu avais fait 5 heures de garde à vue pour une manif devant l'Assemblée. Oui. Comment ça... Oui, bah, parce ça qu'on s'applaudit. a osé danser. Dans le cadre de la réforme des retraites, en fait, puisque c'est une retraite qui allait pénaliser majoritairement les femmes, on a osé danser devant l'Assemblée nationale et taguer à la craie sur les portes 60 ans, la retraite à 60 ans. Et pour cela, eh bien, on a été placé en garde à vue. Et on a eu les honneurs de Yael Braun-Pivet qui avait demandé à ce qu'on fasse cesser ces agissements. On a l'habitude à Attaque, puisqu'on aime jouer comme ça sur le fil et essayer d'aller titiller le pouvoir et donc mener des actions qui viennent
vraiment embêtés. Ça marche parce que finalement, ça s'est retourné contre les macronistes. Il y a eu un énorme backlash parce qu'ils se sont dit, mais vous les avez arrêtés parce qu'elles dansaient. Ah ouais, chaud. Ouais, on a eu plusieurs, on a eu une tribune, on a eu un entretien, voilà, pour montrer en fait l'absurdité de la situation. C'est pas parce que vous dansiez mal. Ça peut arriver. Moi, ça m'arrive, par exemple. Vous me dire arrête de danser. Oui, c'est ça. Non, en vrai, on danse super bien parce que quand même, on travaille nos chorégraphies. Eh ben, on va voir ça. Alors, attends, j'ai une petite question avant quand même à te poser. Mais oui, c'est prévu. Tu vas voir, ça va partir en comédie musicale. Juste, est-ce que tu peux nous rappeler qu'est-ce que c'est le collectif Les Rosies? Alors, Les Rosies, c'est un mouvement féministe, en fait, un happening féministe qu'Attaque a créé, mais avec le soutien des syndicats, le soutien des associations féministes, où on s'est imposé dans les manifestations retraite avec une identité visuelle. On a repris l'image de Rosie la rifteuse et avec des chorégraphies très simples, des flash mobs et des paroles détournées pour montrer à quel point la réforme des retraites allait pénaliser d'abord les femmes et que du coup ça nous concernait toutes et tous. Ben, est-ce que je me dis, est-ce qu'on pourrait pas tenter une petite chorégraphie comme nous, notre spécialité aussi c'est la danse, faut le dire. Est-ce que tu nous ferais pas un petit tuto de chorégraphie, de manif? On a Malo Williams, notre formidable réalisateur, qui est prêt à envoyer du son. Donc, c'est la reprise de la chanson. Pour info, notre première inspiration, c'est quand même les honneurs, c'est Valeurs Actuelles. Ah, Valeurs Actuelles avait fait une donc avec Rosie la rifteuse. Le féminisme, c'est ça, c'est Rosie. Alors avant, c'était l'image de propagande de guerre américaine. Et puis finalement, ils se sont dit, tiens, non, en fait, c'est juste des féministes qui nous font chier parce qu'on était en plein mouvement MeToo et cette une est sortie. Donc voilà, donc nous, on a repris ça, on a repris le bleu de travail, qu'on comprenne que c'était une revendication féministe liée au travail. Ouais. On a mis le fichu rouge pour faire le rappel justement à l'association à Rosie. Et on a ajouté les gants jaunes, les gants de ménage, parce que les femmes se cognent toutes les tâches ménagères et les enfants, etc. Ce qui fait qu'elles ont des carrières pourries, ce qui fait qu'à la fin, elles ont moins 40% de retraite par rapport aux hommes. Parfait, très clair. Malo, est-ce qu'on peut lancer la chanson et Yuli, je te laisse faire un petit peu la... Voilà, je te laisse même mettre ta tenue de travail, ta blouse bleue. Voilà, alors là je vous encourage à aller voir la vidéo parce que quand je vous l'ai dit ça part en comédie. Levez-vous dans le public, levez-vous parce qu'il va y avoir un petit peu de sport. Yuli, t'es prête? Allez, on y va, on peut balancer la chanson à Malo. Point en l'air. À cause de Macron. Petit pas, petit coup de poing sur le côté. Tu déconnes, on se laisse pas faire. Tu nous prends toutes pour des connes. C'est pas mal, hein? Ton sale plan en retraite nous jette dans la précarité. J'en vois qui danse pas dans le fond là-bas. Ta retraite à point n'aime pas le petit job en pointillé. Moi, tu vois, je veux être autonome. À cause de Macron, c'est la chute des pensions pour toi tout et Marion. À cause de Macron, grande perdante nous serons, faut que le dire sur quel ton. À cause de Macron, ah, j'en vois que ça se déroule un peu là-bas. Ah, pas mal. À cause de Macron. Merci beaucoup, merci Yuli. Yuli Yamamoto, bravo à vous, vous avez été incroyable. Vous êtes tous en état d'arrestation. Quel scandale, c'était un piège, merci beaucoup. Yuli Yamamoto qu'on peut applaudir encore bien fort. Et donc, et je signale la sortie du livre Le Manifeste des Rosies, que vous pouvez trouver en librairie aux éditions Les Liens qui Libèrent. Merci beaucoup pour offrir à Noël à votre tonton de droite. Ça lui fera toujours plaisir. Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous, Yuli. Et merci Raphaël Prado qui est toujours avec nous. On a écouté de la musique. Qu'est-ce que t'aurais envie d'écouter quoi là maintenant, Raphaël? La pub? Non, eh ben non. Non, justement. On préfère la pub à la playlist. C'est chaud. Les bulles assassinent la retraite à 60 ans. Ah, ça serait pas mal, Juju. Est-ce que c'est ça qui est prévu? Ça serait extraordinaire, Juju, s'il te plaît. Ça serait vraiment extraordinaire. Mais non. Ah, mince. Toujours pas. Qu'est-ce que c'est? Ou sinon Mathilde, guerrière de lumière. Allez, toujours pas. Aïe. Je place tous nos tubes aussi. On va écouter un titre de 2008 du groupe britannique de musique électronique Métronomie qui chantait encore une fois le concept du cœur brisé. Mais là, c'est une vilaine fille qui est occupée à esquinter les cœurs candides sur son passage. Heartbreaker qu'on l'appelait.
Vous êtes toujours sur Radio Nova, la dernière. Juliette Arnaud, Aymeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré. Notre invité, le porte-parole d'Attaque, l'association Attaque, Raphaël Prado. Et puisqu'on parlait gros sous, elle, sur scène, elle passe sa vie à vouloir épouser des milliardaires. La michto des planches, Audrey Vernon. Encore moi. J'ai eu le droit de revenir cette semaine parce que je suis médium. La semaine dernière, je rappelais que nos smartphones tuent des gens. Le lendemain, une mine au Congo s'effondre, 32 mineurs tués dans l'indifférence générale. J'aurais préféré que le siège d'Apple s'effondre, mais bon, je suis médium, pas encore sorcière. Et puis, j'ai eu le droit de revenir parce que j'ai gagné un jeu avec Guillaume. On faisait une partie de 33-43 dans la loge. C'est un jeu où il faut deviner si on est plutôt en 1933 ou 1943. Oui, c'est vrai. Plutôt au début ou à la fin de la période de merde. Et cette semaine, on a eu un indice. Notre chef d'état-major des armées, Fabien Mandon, a fait un discours un peu décousu devant les maires de France. On dirait du Trump. Il veut qu'on soit prêt à la guerre contre la Russie dans 4 ans. Déjà, super message à envoyer à Poutine. N'attaquez pas maintenant, on n'est pas prêt du tout. Puis, il nous dit d'être prêt à perdre nos enfants pour protéger ce que l'on est. Je vois pas bien ce que l'on est plus que nos enfants. Moi, j'ai des enfants que j'ai allaités pendant 7 ans. Pas le même enfant, hein. Alors, leur chair est pas mal importante pour moi. Fabien Mandon a 3 enfants. J'imagine la tête de sa femme quand il est rentré le soir. Mais qu'est-ce que tu racontes? T'as qu'à tuer des trucs à toi, des trucs que t'as fabriqués tout seul. T'as qu'à tuer, je sais pas moi, la commode Ikea du salon. D'ailleurs, je vois pas bien où il va trouver des enfants à envoyer au front. D'ailleurs, il n'y a plus de front. 90% des victimes de nos guerres aujourd'hui sont des civils. C'est les enfants qui sont devenus de la chair à canon. C'est quand les blagues? Aymeric, chut. Raclette ou tartiflette? Tartiflette. Putain, t'avais 1 semaine. D'ailleurs, je sais pas si la Russie a vraiment besoin de nous attaquer. Entre la mortalité infantile qui explose et les gendarmes de Sainte-Soline, personne n'a besoin de venir tuer nos bébés. On s'en occupe très bien tout seul. Le gouvernement demande de préparer dans un cartable un kit de survie avec 6 litres d'eau, des lunettes de vue, une lampe de poche, de l'argent liquide, un échiquier, des doubles des clés, une radio, de la nourriture et des vêtements chauds. Il nous prépare à Apollo 13. Fabien Mandon demande aussi aux maires d'être prêts à accueillir les enfants de soldats dans les crèches et les écoles. Dans quel pays il vit? À cause des gens comme lui, le budget de l'armée va dépasser celui de l'éducation nationale. Il n'y a même pas assez d'AESH. C'est des accompagnants d'élèves en situation de handicap. La police a mal compris les parents qui se plaignaient. Ils ont cru qu'ils réclamaient plus de Daesh. La Russie n'a pas besoin de nous attaquer. Je vous épargne le passage de son discours sur les punaises de lit et les têtes de cochons coupées. Et enfin, il demande au maire de lui prêter des terrains pour ses manœuvres. Je cite, « Pour travailler contre des groupes terroristes, on peut le faire dans des espaces confinés. Pour imaginer des manœuvres à l'échelle de certains ennemis qu'on imagine, on a besoin d'espace. » Ok, il joue tout seul à risque dans sa tête. Et en même temps, il pose une vraie question. Qu'est-ce qu'on va faire pour se défendre contre des autocrates antidémocratiques et anti-écologiques qui ne pensent qu'à détruire le monde? J'en sais rien. Mais je suis sûre qu'on est vraiment à la fin de la période de merde. Dans les années 40, les gens ont commencé à résister quand ils ont senti qu'Hitler allait perdre. Lundi dernier, des paysans ont envahi une usine BASF de pesticides interdits en France. La résistance, elle est déjà là, elle est prête. Les gens agissent partout pour protéger ce qu'ils aiment. Si j'étais chef d'état-major des armées, à la place de Fabien Mandon, je dirais aux maires de France, nous sommes en train de vivre le moment le plus grave de notre histoire. Il ne faut pas être un génie pour comprendre la nécessité d'une révolution pour défendre notre droit le plus important qui est le droit de vivre. Le courage, il est déjà là. Il est dans les luttes locales contre les multinationales qui détruisent notre mère commune, la terre. La base arrière, elle est là. Elle travaille dans la solidarité sans moyens, à l'école comme à l'hôpital. On va gagner, sans tuer nos bébés ni les bébés des autres. On va arrêter d'exporter des armes, essayer la coopération plutôt que la compétition. C'est juste avant l'abolition de l'esclavage que la lutte a été la plus violente. La violence d'aujourd'hui nous montre que dans peu de temps, tuer pour le profit ne sera plus imaginable. Quant aux quelques psychopathes qui nous menacent, qui veulent se battre par bébé interposé, je suis chef d'état-major des armées. Je m'en occupe, on est des bonhommes.
Vous vous tapez déjà toute la charge mentale, toutes les machines. Ce truc de patriarcat, de virilisme, de guerre, leurs problèmes de quéquette, on va pas vous embêter avec ça. À toutes les mères du monde, dormez sur vos 2 oreilles blotties contre vos bébés. Je suis chef d'état-major des armées. Ils sont enragés. C'est le signe qu'ils vont bientôt perdre. Je vous le promets. Audrey Vernon, merci Audrey. Merci beaucoup. On peut te retrouver en spectacle. Comment épouser un milliardaire 2 à l'Européen. Il y a des nouvelles dates qui arrivent. Ce mercredi 26 à la Halle, Pajol au Festival numérique en lumière. Et Hannah Arendt, la comédie musicale, c'est le 9 décembre à l'Hexagone Théâtre de Mélan à Grenoble. On adore l'Hexagone de Mélan. On adore l'Hexagone de Mélan, on les embrasse. On parlait d'Hannah Arendt, on va continuer à parler lecture parce qu'on est toujours avec notre invité Raphaël Prado de l'association Attaque et je crois que Juliette t'a posé quelques petites questions à ce sujet. Je t'ai demandé, Raphaël, quel livre t'était resté de l'enfance. Et ces livres, ils te sont restés suffisamment pour que tu les lises à tes propres enfants. C'est Les Aventures d'Astérix et Obélix, signé jusqu'en 1977 par Uderzo et Goscinny. Dans ces bandes dessinées, il y a des thèmes qui reviennent constamment, qui sont l'amitié, la résistance à l'occupation, la rigolade et la potion magique. C'était quoi, toi, le thème qui t'accrochait le plus enfant dans cela ? J'ai failli imiter Pierre-Éric et dire la bagarre, mais non, c'est pas ça. Bagarre. Non, je pense que sans le savoir, c'était le côté gaulois réfractaire, je pense. Macron m'a ouvert les yeux après coup. Non, mais c'est vrai qu'ils sont mignons, ces petits gaulois-là qui résistent juste avec leur petite potion magique, là, je sais pas. Ça te touche. Ça te touchait déjà quand t'étais enfant. Ouais, ça me faisait rire surtout, ouais. Ça te faisait rire. Et tes enfants ? Ah ben alors ça avait fait passer le plaisir de papa, c'est de pouvoir garder des livres, des vieux livres que tu avais dans ta bibliothèque et de les ressortir après, 30 ans après. Et c'était un kiff de leur dire, bon malheureusement maintenant ils veulent plus, ils sont autonomes, ils lisent leurs histoires tout seuls. Ça c'est le moment qui est très tragique. C'est ça, il faudrait que ça reste vraiment tout petit. Non mais pas petit. Ouais. Comme ça. Parce que ton geste était vraiment très Ouais, petit. Il faut bien que ça reste tout petit, les enfants. Sous forme de fœtus. Quoi. Ouais, si ça pouvait ne pas grandir. Enchaînons. Je t'ai demandé ensuite quel livre t'avait donné envie de devenir une grande personne. Et alors là, attention, gros morceau, puisqu'un jour tu étais au lycée et à la bibliothèque municipale, tu as choisi de ton plein gré de prendre le manifeste du Parti communiste de Marx et Engels, qui date de 1848. Pourquoi ce fut décisif et espères-tu que tes enfants le liront ? Bah déjà, j'étais dans un endroit, c'était un peu un désert culturel, ça s'appelle le Var. Et du coup, il n'y avait pas beaucoup de bouquins à la bibliothèque municipale. T'as trouvé, et déjà, voilà. Donc, et je sais pas, c'était une révélation parce que je me définis pas spécialement comme marxiste aujourd'hui, mais c'est la première fois que je lisais un truc où je me disais, en fait, déjà en 1848, il y avait déjà un système de domination. Et puis, cette manière de réfléchir à, en fait, d'un côté, il y a ceux qui ont les moyens de production, et puis de l'autre côté, il y a ceux qui triment et qui enrichissent les propriétaires des moyens de production. Voilà, ça a contribué à forger ma pensée politique. Encore une fois, je me définis pas spécialement comme marxiste, mais Marx, effectivement, c'est un des penseurs qui aide à comprendre ça, quoi. Ok, donc toi, tu peux le recommander comme lecture à des adolescents ? Bah surtout, ça se lit très facilement, parce que par exemple, ne lisez pas Le Capital, ne commencez pas par Le Capital, c'est très dur, mais le Manifeste du Parti communiste, ça se lit très très bien. Ouais. Oui, puis c'est pas si long que ça non plus. Non. Je t'ai demandé ensuite quel film te faisait rire. Tu m'as répondu Louise Michel, un film de 2008 de Benoît Delépine et Gustave Kerven. Alors vraiment rien à voir avec la penseuse anarchiste et héroïne de la Commune, meilleur ami de Guillaume, mais un peu quand même. Ici, c'est Louise Yolande Moreau et Michel Bouly-Laners, qui est censé être un tueur à gages, peut-être de Kennedy, mais comme il le dit lui-même, il n'est pas franchement Robocop. En gros, ce sont des victimes du capitalisme sauvage qui envisagent le meurtre du patron de leur usine, et toi, ça te fait rire. Déjà, tout le cinéma groenlandais me fait rire et tout l'univers groenlandais me fait rire. Non, mais c'est très drôle, en fait, c'est qu'elles se font virer. Enfin, c'est pas très drôle, mais c'est un film. Elles se font virer et elles se réunissent en disant mais qu'est-ce qu'on va faire de notre prime de licenciement ? Et elles disent bon, on va engager un détective privé pour tuer notre patron, et ça finit en road trip jusqu'à Jersey parce qu'évidemment le patron est bizarrement dans un paradis fiscal, quoi. Donc ça me fait rire, ouais. Ça te fait rire. Ça sonne un peu comme un reproche. Ça vous fait rire, monsieur Prado. Non, mais c'est pas ça. Je vais être obligé d'appeler le patron du MEDEF. Enfin, bon, tout ça. Voilà, puis s'il n'y avait pas de patron, il n'y aurait pas d'emploi non plus. Hein. Bon, j'y vais, moi. Allez, t'as bien fait de parler, Émeric, puisque non, j'ai pas écrit. Il est 20h03 sur Radio Nova. Et voici venir celui qui a déclaré dans Nice Matin. Je ne traite que des sujets que je maîtrise. Vous ne l'avez pas reconnu, mais c'est lui, c'est Émeric Lomprey. Allez,
Allez, l'actualité. L'actualité est chaude. Elle est chaude, l'actualité. Elle est chaude comme la soupe qu'on doit boire en ce moment, étant donné la chute vertigineuse des températures. Premier primas hivernaux, écharpes et bonnets sont nos alliés. Vous êtes vraiment sympa de me garder quand même. Parce qu'à France Inter, je serais là, je comprends pas. Mon badge, il marche plus. Eh, vous avez entendu parler de l'affaire Alain Souchon? Oui. Franchement, jamais j'aurais cru dire ça un jour de ma vie, quoi. L'affaire Alain Souchon. Simone Veil, MeToo. Guillaume Meurice, évasion fiscale. Juliette égorge un chat. Pierre-Emmanuel suce un flic. Non, parce que... J'ai rajouté, je te l'ai pas dit ça. Oh. Non, parce que Alain Souchon, c'est censé pas être polémique, quoi. Je veux dire, s'il y a bien un consensus dans la vie, c'est Alain Souchon. Personne déteste. Si c'était un légume, ce serait la pomme de terre, quoi. Si les cheveux, c'est vrai, ça fait un peu papaye, quoi. C'est toujours peur, moi, qui chante au coin du feu, puis à un moment. Il est où, Alain? Je sais pas, il chantait Maman Bobo, il a disparu. Feu follet. Je sais pas ce que ça veut dire. Mais, non, mais à un moment, Alain, à un moment, faut couper, hein. Faut couper, hein. Moi, je dis toujours, hein, quand t'arrives à les compter, faut couper, hein. Bon. Enfin, voilà. Non, mais ce que je veux vous dire, c'est que, voilà, Alain Souchon, c'est gousi-gousi, quoi. Tu sais, je suis sûr que tu vas aller chez Alain Souchon, sa maison, elle est en barbe à papa. Tu sais, à chaque fois que tu ouvres une porte, t'entends. Oh, mon ami Laurent Voulzy, petit câlin, touki. Tu veux ton poids en dragibus? D'accord, Alain. Mais avant, allons nous baigner dans une rivière de Babybel. Ne bouge pas, je vais aller te préparer une soupe à l'amour. Attention à la gazinière, Alain. Alain. Bon. Là, Alain, il a fait polémique, il a dit « Je crois pas que les Français soient assez cons pour élire quelqu'un du Rassemblement National. » Aïe. Alain, c'est fini les années 2000, on peut plus, là. On fume plus dans les bars, on dit plus okidoki, et on ne peut plus dire que les fachos, c'est des fachos. Maintenant, les fachos, c'est les gens comme nous, Alain. Il y en a 13 millions. Ça peut être ton voisin, Alain, ça peut être ton facteur, ça peut être ton dentiste, ça peut être ton boucher, ton coiffeur, ton prof, ton coiffeur, ton moniteur de voile, ton coiffeur, ton médecin, ton fabricant de jeux... J'espère qu'il va comprendre le message. Ton coiffeur. 13 millions, ils ont voté pour Bardella. 13 millions. Putain, je me remettrai 13 millions de gros cons. C'est les gros cons. Moi aussi. Ouais. Les gros cons. Non, attends. Hey. Moi aussi, je veux ma polémique. Des gros cons avec des flics et des prépuces. J'ai jamais de polémique, moi. Non, mais Alain Souchon, il en a une. Putain, merde. Si. Parfois, les gens, ils disent « Ah, Aymeric, il a pris 3 fois du gratin, mais c'est tout, quoi. » Les prépuces, c'est des flics en Asie avec Daesh. Waouh. J'ai froid. Bon. Non, mais en plus, Alain, il a... Tous les fachos, ils sont pas contents. Hein. Ils ont dit qu'il était déconnecté des Français. C'est quand même fou de se dire qu'être anti-facho, c'est être déconnecté des Français. Ah ouais, tu penses que tous les êtres humains se valent, toi? Bah ouais. Bobo parisien. Et ça, c'est la fenêtre d'Olivier Newton, elle s'est déplacée. Non. C'est la fenêtre d'Overboard. Non. C'est le Velux de John Lennon. Bon, ça va les intellos, là? Et que j'ai lu des bouquins, et que vous avez pas vu le dernier Jim Jarmusch, il top. Vous êtes complètement déconnectés des Français, les copains. Ça fait 2 ans que je subis des violences systémiques. C'est pas une émission à laquelle je participe, c'est un tribunal sociologique, merde. Toutes les semaines, je suis là, j'espère qu'ils vont pas dire litote, À chaque fois, à la fin de l'émission, Juju, elle demande le livre préféré de l'invité. Pas une seule fois, Tom Tom et Nana. Oh, on aimerait bien être représentés, nous aussi, les cons de gauche. Ça existe, les cons de gauche, hein. Et l'extrême droite, vous avez pas le monopole des cons. Bon, après, la différence, c'est que nous, on le sait et on est bien entourés. Je vous aime, les copains. Merci de m'avoir écouté. Aymeric Lomprey, merci Aymeric. Un sujet parfaitement maîtrisé. Aymeric qu'on peut retrouver au cinéma. Oui. Au cinéma avec Blanche Gardin et Philippe Catherine. Tu joues un gendarme au cinéma. Ben on la sent venir la polémique finalement. L'incroyable Femme des Neiges. Exactement, voilà. Allez soutenir le cinéma indépendant. Oh.
Non, c'est vrai. Ça, c'était engagé. Bah, c'est eux qui m'ont dit de dire ça. Hein. Voilà. Et allez voir ce film formidable. Merci beaucoup, Aymeric. Il nous reste quelques minutes. On est encore avec notre invité Raphaël Prado de l'association Attaque. Et on a juste quelques petites dernières questions pour conclure l'émission. Pierre-Emmanuel. Oui, alors, comme Aymeric prépare plus ses questions, j'ai préparé une question à la Aymeric. Oui, oui, oui. Est-ce que quand les profs d'économie, ils sont hyper forts en économie, ils ont une grosse tirelire et ils sortent que pendant les soldes? Voilà. C'est une vraie question quand même, hein, Raphaël. On est obligé de répondre. Ouais. T'as des jokers, hein. Non. Voilà, non, Aymeric. Puisque vous défendez les gens, pourquoi vous n'avez pas appelé ça plutôt défense? Wow. J'en ai trouvé. Ouais, ça dénonce. Raphaël. En tout cas, on nous a souvent reproché que attaque c'était censé être violent. Ah ouais? Eh oui. Donc ouais, on aurait pu dire défense, mais ça sonnait pas avec le sigle. Non, mais c'est super attaque. Ok, on garde attaque. Juliette. En tant que Raphaël, tu préfères Raphaël Enthoven ou Raphaël le peintre qui, paraît-il, était pas mal de droite? Tout sauf Raphaël Enthoven, quoi. Ouais. Ok. Moi, j'ai une dernière Même question. Glucksmann, moins pire qu'Enthoven, peut-être. Dernière question, peut-être même un peu plus perfide. T'es obligé de choisir, tu préfères Bruno Le Maire écrivain ou Bruno Le Maire économiste? Ah bah, écrivain, évidemment. Écrivain. Merci beaucoup, Raphaël Prado, d'avoir été avec nous pendant ces 2 heures. Allez soutenir Attaque, allez voir sur leur site internet, participer aux actions. Merci également à Yuli Yamamoto d'avoir été avec nous, Arnaud Aymar, Audrey Vernon, Laëlia Véron, toute l'équipe de l'Européen qui nous reçoivent chaque semaine. Faites du bruit pour eux. Seb Barnabé, Julia, Lindsay, Sony. Merci à Malo, notre réalisateur, accompagné de Lucie, à Paul à la technique, toutes les équipes techniques de Radio Nova. Faites du bruit pour eux. Frédéric Antelme, notre chef, Mavno, Loris, Ninon, Yona à la prod, Christian pour la prod musicale, Colline Ellis, Sébastien Bastien pour les réseaux sociaux, les équipes vidéo de Goodway, Benjamin Alban, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire, Alban. Joyeux anniversaire, Alban et Adrien. Notre rédacteur en chef, Ramzi Assali, et Aymeric Lomprey, Juliette Arnaud, Pierre-Emmanuel Barré et Guillaume Meurice. On se retrouve la semaine prochaine. Amusez-vous bien, foutez en l'air le capitalisme et vivement la dernière. La dernière.